Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Spectrum Télévision. On va dire bonne année à vous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle saison de la Nuit du Sport. Après un mois de congé, toute la grande équipe de production de cette émission est donc de retour dès ce mercredi 8 février 2023. La formule reste la même avec en première partie quelques faits d'actualité et puis en seconde partie le débat. Alors ce soir, le volleyball est au menu de la pause actu au vu de la crise post-électorale à laquelle nous assistons depuis plusieurs semaines. Y a-t-il, oui ou non, bicéphalisme à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball? La question sera posée à nos invités tout à l'heure. CHAN Algérie 2022, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Les Sénégalais, comme vous le savez, ont remporté le tournoi le week-end dernier en battant en finale l'Algérie au tir au but. Quelles leçons pour le Cameroun au moment où justement le championnat de foot jeune a repris du service. En plateau, ce soir, l'ancien et indomptable que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans le cadre de cette nouvelle saison. Encore Timothée Makongo, bonsoir, bonne année. Bonsoir Makeda et bonsoir aux téléspectateurs. Vous allez bien? Bonsoir, mais ça va. Je commence avec joie cette année et tout a l'air de me sourire un tout petit peu. Ah, d'accord, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On a également Serge Zambo, analyste de sport, qui est avec nous. Bonsoir Serge. Bonsoir Lydie. Bonne année. Merci merveilleux à tous nos téléspectateurs. Heureux de les retrouver ce 8 février. Tout à fait. Voilà. Et juste à côté de vous, notre confrère de la Nouvelle Expression, Hervé Villandjele. Bonsoir Hervé. Bonsoir Lydie, bonne année à vos téléspectateurs. Heureux d'être sur ce plateau et de partager le menu, n'est-ce pas, de ce retour. Alors, on va donc démarrer avec la pause actu. On commence par cette information qui est tombée hier. L'Office national des infrastructures et équipements sportifs, en abrégé ONIES, est donc entré dans sa phase d'opérationnalisation avec notamment la nomination de ses premiers responsables par le chef de l'État. Ainsi, Joseph-Antoine Bell est président du comité d'orientation de cette structure. Et François Félix, administrateur, et Dame Ekombene Wanki Pascaline, administrateur adjoint. Comment est-ce que Joseph-Antoine Bell a justement réagi à sa nomination? Nous vous proposons de regarder cette petite vidéo. On ne sait pas quel jour on crée quoi. Donc forcément, je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. On a commencé par avoir une première solution lorsque le chef de l'État a créé l'Office national des infrastructures sportives. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Puis, ce qui était une très très bonne idée, une très bonne chose. Et aujourd'hui, il y a cette nomination. Je dois avouer que, évidemment, je ne connais pas le contenu de la nomination parce que je n'étais pas à côté de la radio. Je n'ai pas suivi moi-même le texte. Je l'aurai forcément pour savoir qu'est-ce qu'il dit exactement, quels sont ceux qui ont été nommés. Parce que vous savez que les grandes choses ne se font pas seules. Donc je doute fort que j'ai été nommé tout seul. Il y a forcément une équipe et ce sera forcément un travail d'équipe. Mais je me dis que si je considère que me choisir est une bonne chose, celui qui a eu l'idée de me choisir, si c'est une bonne chose, a eu la bonne idée de choisir d'autres personnes qui sont de la même valeur. Fidèle à lui-même, hein, Joseph-Antoine Bell. Alors Timothée Makongo, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, ancien footballeur comme vous. Comment est-ce que vous avez accueilli justement son arrivée à la tête de l'ONIES hier? Mais disons que j'étais un tout petit peu surpris, mais en même temps je me dis que le personnage aurait mérité mieux bien avant. Je vais dire que compte tenu de sa participation non seulement aux nombreux débats de football, mais aussi aux nombreuses rencontres en tant que joueur, en tant que manager, en tant que même
même diffuseur sportif, parce qu'à plusieurs fois, il a fait des interventions pour France Inter et autres. Consultant et autres. Je dis, ça a été un très bon analyste de sport aussi. Et il a été quelqu'un qui était dans son élément pendant des années. Il était compétent. Au moment où il a pris sa retraite, on aurait pu lui accorder autre chose d'autre, ne serait-ce que. Mais il faisait partie des princes de la République. Quand je dis prince de la République, ça n'était pas bien vu par le côté de la République, par ceux qui dirigeaient et ceux qui tenaient les rênes de la République. Hein. Il avait quelques. Vous savez. Mais il pouvait être classé un peu parmi les gens qu'on appelle les grandes gueules. Mais les grandes gueules ne sont pas forcément de mauvaises gueules. Oui. Hein, parce que les grandes gueules, ils disent un peu ce qu'ils pensent et de manière très très forte. Ils font un peu ce qu'ils pensent et de manière très très forte. Et ceux qui sont de petites gueules et qui sont des gueules de coulisses peuvent donc faire des traductions qui sont assez fâcheuses auprès des dirigeants, de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Hein, ce qui fait que, bon, il a eu beaucoup de mauvais regards. Mais j'espère que c'est à bon escient qu'on lui donne. Il aurait mérité mieux, beaucoup bien avant. Et que, vu son âge, sa génération, vu les capacités réelles qu'il a et les moyens qu'il a, bon, j'espère que ce n'est pas un cadeau qu'on lui jette pour sa retraite, mais il aurait mérité d'avoir quelque chose de mieux traitant, à mon avis. Mais je suis content pour lui. S'il est lui-même, je le suis. S'il ne l'est pas, je le suivrai aussi. Je veux dire qu'il y a de bonnes raisons qu'il ne soit pas content que ça arrive, comme il y a de bonnes raisons qu'il soit content que ça arrive. Et maintenant, est-ce qu'on lui donnera la possibilité de s'exprimer comme il veut ou de le dire, de dire les choses franchement comme il espère. Et je doute fort parce que dans ces gens, il y a quelque chose de... Pour vous dire la vérité, je l'ai ressenti bizarrement. Parce que je ne suis pas sûr qu'il était toujours dans les bonnes senteurs du président de la République. Et brusquement, on l'appelle et on dit, bon, par le décret du président de la République qui appelle Bell, et il y a Bell lui aurait 10 ans, 15 ans qu'on aurait pu l'appeler pour autre chose. Mieux vaut tard que jamais. Je ne sais pas si dans le cas du Cameroun, il faut dire mieux vaut tard que jamais. Nous sommes dans un niveau de corruption et de contradiction très très difficile à définir. Alors Serge Zambo, peut-être avant que Hervé ne rebondisse sur... je voudrais bien le regard de Serge Zambo par rapport justement à l'arrivée de Joseph-Antoine Bell à la tête de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, on le rappelle, qui avait été créé par décret présidentiel le 17 août 2022. Bon, on a souvent reproché déjà à l'État camerounais parfois de créer des choses sans permettre qu'elles soient mises en œuvre. Je pense que cette fois-ci, on est quand même passé à la vitesse un tout petit peu supérieure avec la création de l'ONIES. Bon, maintenant, le regard, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'est jamais trop tard. Bell, Joseph-Antoine, c'est une valeur qu'on reconnaît. Mais là, je voudrais contredire un tout petit peu Makongo pour lui dire que là-bas, on ne parle pas, on travaille. Il y a des missions qui sont assignées. Parce que lorsque on parle de parler, ça c'est à la radio ou à la télé. Il y a des missions, il y a l'entretien, il y a ceci, il y a cela. Mais j'ai des inquiétudes sur le fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas de télescopage? Parce que le fonctionnement actuel, ou alors, est-ce que le fonctionnement de l'ONIES va abroger le fonctionnement actuel des choses? Parce que quand on parle d'entretien, des stades, des structures, pas des stades, bon, je peux prendre le stade. Quand on parle d'entretien, quand on parle d'équipements sportifs, est-ce que c'est l'ONIES qui ira choisir les équipements? Ou alors, est-ce que c'est elle qui doit orienter? Alors, je pense qu'il pourrait y avoir des télescopages entre les fédérations et peut-être cet organisme. Peut-être que c'est lui qui vient réguler, enfin, certaines choses. Bon, maintenant, nous ne parlons pas encore de ça parce qu'il faudrait voir comment est-ce que ça va fonctionner dans les jours qui viennent. Bon, il y a également le fait que, ça c'est ce que je souligne, je suis légaliste, on dit bel et bien dans le texte que la tutelle, c'est le ministre des Sports. Il ne faudrait pas après qu'on me dise non, j'ai été nommé par le président de la République. Alors, et il faudrait aussi dire quelque chose à Makongo, qui le sait très bien certainement. Dire qu'il n'était pas dans les bonnes grâces du président de la République, je ne pense pas. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est au sommet, c'est quelqu'un qui regarde les choses et c'est quelqu'un qui a des conseils et il y a des propositions. Donc le fait que Joseph-Antoine Bell arrive là, ce n'est pas anodin. C'est certainement une proposition qui est partie de la structure en charge du sport au Cameroun, donc certainement du ministère des Sports. Donc il ne faudrait pas... Il n'a pas de problème, je ne sais pas, s'il peut avoir, le chef d'État peut avoir un problème particulier avec un individu, je ne pense pas. Il regarde tout du haut, il essaie de liquéfier, il essaie de bien regarder. Il ne parle pas du chef de l'État en tant que tel. Non, parce que là, il a dit. De certains membres, de certains responsables. Oui, quand je parle de senteur, le chef de l'État n'a pas de regard sur tous les hommes de la République, mais le tour de lui des conseillers. Et je suis en bonne position
pour penser qu'à une époque, Bell n'était pas dans les belles senteurs du président de la République. Et ça ne veut pas dire que le président de la République le détestait, lui, spécialement Bell. Dans les belles senteurs du non, je veux dire, des conseillers. Je veux vous dire, moi, c'est du président le président au-dessus de ça. Non, il ne faut pas non plus dire. Non, on n'est pas en train de descendre le président de la République. Non, on n'est pas en train de descendre le président de la République. Ne faites pas descendre le président de la République à ce Je vais vous dire, moi, par exemple, je vais vous dire que j'étais pas dans les bons senteurs du ministre des Sports. J'étais international dans ce pays. Je joue au football. Mais le ministre des Sports a refusé sciemment de m'appeler dans toutes les rencontres où on invitait les anciens sportifs. Donc je disais, je ne suis pas dans les bonnes senteurs du ministre des Sports. Ça ne veut pas dire qu'il est mineur ou bien qu'il n'est pas... pas le chef de l'État, il est au-dessus. Le ministère des Sports, c'est une discussion. C'est pas une discussion politique, c'est juste sportive. Non, quand on dit qu'il n'est pas dans les bonnes grâces, Bell a milité à un moment donné pour même organiser, à une époque, il voulait, avec un certain nombre de joueurs, organiser l'anniversaire du président. Il y a eu un décret, pratiquement à la radio, que j'ai trouvé presque grossier, honteux, qui disait qu'on a donné à personne, le chef de l'État n'a donné à personne le droit d'organiser un anniversaire pour elle. On n'avait pas besoin de faire un tel décret dans une radio officielle du Cameroun. Puisque le qui a signé non, je veux dire que je ne sais pas. Non, écoute. Quand ça vient de la CRTV, ça vient de quelque chose. Non, d'accord, merci à Timothée. Je veux dire, ce n'était pas l'objet d'une discussion par rapport au président de la République. Ça n'a rien à voir avec la présidence de la responsable était Serge. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le président de la République. C'était une expression. Voilà, une expression. Comment déclarer? Donc, tu veux que je parle le langage qui convient à ceux qui veulent l'entendre comme ils veulent l'entendre. Timothée, laissez-moi terminer. Je vous ai compris. L'État ne peut pas signer un décret interdisant l'organisation. Non, attention, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai jamais dit ça. Il y a peut-être un arrêté. Je n'ai pas dit que le chef, j'ai dit qu'on a lu. On a lu. Un décret. Non, pas un décret. On a lu une décision, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Décision. Tu te souviens de ça? Tu te souviens de ça? Parce que décret, c'est autre chose. Je crois qu'il connaît très bien l'utilisation des mots. Voilà. Ok, mais maintenant, le débat n'était pas au-delà du chef de l'État. Le débat était ce que je pensais qu'on aurait pu accorder à Bell depuis belle lurette, mais il y a eu de mauvais regards. Et j'ai dit à l'avance que c'est parce qu'il était peut-être une grande gueule qu'on a pensé, parce que les grandes gueules... Je peux encore être d'accord avec toi. Mais ça ne veut pas dire que... Mais qu'il n'est pas dans, je ne sais pas quoi. Mais je pense réellement qu'il n'est pas dans les belles senteurs de ceux qui dirigent la nation. Qu'il n'était pas. Vous avez dit qu'il n'était pas. Voilà. Peut-être avec le décret d'hier, ça vient quand même montrer une certaine évolution, peut-être. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est que quand tu soutiens quelque chose, je soutiens aussi le chef de l'État. Non, mais ne fais pas comme si tu aimes spécialement. Ne fais pas comme si tu aimes spécialement le chef de l'État parce que j'ai parlé du chef de l'État. D'accord, non, alors là, tu es fonctionnaire, c'est normal. Attention, mais je dis, c'est toi qui dois faire attention. Tu veux faire glisser la chose. Tu veux faire glisser la chose. On est en début d'émission. Tu veux faire glisser la chose. J'ai dit de mauvais chef de l'État. Je suis analyste de sport. Serge, je vous en prie. Je suis aussi analyste de sport. Voilà, tout simplement. Non, pourquoi tu parles? On est en début d'émission, je vous en prie. Nous ne sommes qu'en début d'émission. Non, c'est parce qu'il faut... C'est la reprise. Nous faisons l'émission dans le cadre de la liberté d'expression. C'est la reprise. C'est la reprise. Dans le cadre de ce que... Parce qu'il veut me faire une leçon disant que le chef de l'État est dessus. Il n'y a pas de... Et il a très bien compris que vous avez tenu à apporter. Il ne faut pas déraper. On vous a compris. C'est toi qui as dérapé, c'est pas moi. On ne dérape plus jamais comme ça. Attends, parce que ton glissement est dangereux. On vous a compris, Timothée. On vous a compris. Très bien. Non, restons là. On reste sur le sujet et puis Hervé va réagir. Là, j'étais un peu perdu, mais je voulais juste dire que, à partir du moment où il a été nommé, moi, je pense qu'on ne jugera que le maçon au pied du mur. Bon, maintenant, la suite, on la verra. Comment vous avez trouvé sa réaction? La réaction, c'est toujours la réaction de quelqu'un qu'on connaît, c'est toujours la grande gueule. C'est un peu ceci, c'est un peu cela. Mais bon, je pense que lorsqu'on est quand même nommé par décret du chef de l'État, on se doit quand même d'être content. Je pense qu'il faut être content parce que là, on t'a fait confiance. On t'a fait confiance pour un travail. Il faut donc maintenant pouvoir mériter la confiance que le chef de l'État place en toi. Donc voilà. Alors, Hervé, on va peut-être rappeler que les missions de cet Office national des infrastructures et équipements sportifs, entre autres, c'est élaborer un plan de gestion intégré des infrastructures et équipements sportifs ainsi que leur installation annexe,
assurer le maintien en bon état de fonctionnement, ainsi que la sécurisation des infrastructures et équipements sportifs, émettre des avis ou des propositions de mesures et ou projets concourant au développement des infrastructures sportives, rechercher et développer les partenariats avec des entités nationales ou internationales en liaison avec les administrations concernées. C'est quand même du lourd. Il y aura beaucoup de... Oui, Voilà. Est-ce que vous craignez peut-être qu'il ait peut-être télescopage, comme disait Serge? Non, je ne crains pas du télescopage parce que les missions seront définies et c'est même précis d'ailleurs. Quand on a créé cette institution, je pense que les missions sont celles que vous venez de préciser. Et on n'a pas besoin de revenir là-dessus, surtout qu'on sait que l'homme qui a été désigné pour pouvoir assurer, pour pouvoir le gérer, c'est un homme qui a le potentiel. Avant d'être l'homme qui aujourd'hui, Antoine a été joueur, il a joué presque partout. Il a remporté beaucoup de trophées, que ce soit en France, partout ailleurs, que ce soit au Cameroun en tant qu'international, et même dans ses débuts. Il a fait le tour de plusieurs stades. En tant qu'analyste sportif, il en a également fait plusieurs stades aussi, donc ça veut dire qu'il a le Pas seulement au Cameroun. Hein. Non, je dis, en tant qu'analyste sportif, on sait que chez RFI, il a été plusieurs fois, sur TV100 aussi, donc c'est pour dire qu'il a la compétence, il a du vécu, il a l'expérience. Je pense que ce n'est pas anodin qu'il a été choisi parce qu'on pense comment est-ce qu'il a du regard. Et on connaît l'homme, il est critique, il est très critique d'ailleurs. Le seul hic que moi j'ai, c'est de savoir est-ce qu'on va lui permettre de s'exprimer. On reconnaît José Antoine comme quelqu'un qui aime s'exprimer, qui aime la liberté. Vous avez la même crainte un oui, peu comme oui. Timothée Il faut le tout à dire. l'heure. Il faut le dire. José Antoine aime faire les choses, il aime bien faire les choses, il aime bien coller sa posture de le faire. Bon, est-ce qu'on va lui laisser le champ, on va lui permettre de s'exprimer, de mettre toute la connaissance, la compétence qu'il a au service de cette nouvelle structure qu'on vient de créer. C'est ça ma crainte, parce qu'on sait quand même que notre administration, parfois, il y a beaucoup de goulot d'étranglement dans notre gestion, notre manière de faire. Or, lui, il est souvent en avance. Il est souvent en avance. Et c'est ma doléance. Je suis certain qu'avant de le nommer, certainement que toutes ces qualités ont été appréciées au départ. Et maintenant, il faudrait qu'on lui facilite la tâche dans l'exercice de cette mission-là pour que le Cameroun en sort grandi et en sort en bénéficie. Parce qu'il faut reconnaître que le Cameroun ne manque pas de talent. Mais la seule chose que nous déplorons tous les jours sur les plateaux de télé et radio, c'est comment nous gérons nos talents. Chaque fois qu'on a nommé un talent quelque part, ce n'est pas pour l'exploiter. Généralement, c'est pour le tuer. On a l'impression que c'est même la mission, la mission visée. C'est l'impression qu'on a sa mission visée parce que nos talents, parfois, ils démissionnent parce qu'ils ont constaté qu'on ne leur a pas donné les moyens de pouvoir réaliser les missions qu'on leur a assignées. Au contraire, chaque fois qu'ils font des propositions, surtout, il faut rappeler, il est sous la tutelle du ministère des Sports. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout libre. Il a un patron. Et quand vous regardez Antoine qui vient après sa déclaration, vous m'écoutez sa réaction. Un, il est surpris par sa nomination. Deux, sa surprise n'est pas du fait qu'il a été nommé, du fait qu'il n'a pas été consulté avant sa nomination. Première chose, en tant qu'intellectuel, il s'interroge. Pour être nommé à une telle fonction, on devrait au moins la viser. Et je sais que lui, là, il travaille avec beaucoup d'autres organisations, il sait comment ça marche. C'est pourquoi vous avez constaté que je ne dirais pas qu'il n'a pas été joué dans sa réaction contraire. Il n'a fait que s'exclamer et s'interroger sur le choix de la personne qu'il est, en interroger également ceux qui l'ont choisi. Ça permet de mettre un point d'exclamation à ce niveau. Donc, on ne peut pas se relancer jusqu'à présent là-dessus, mais attendons de voir ce que les jours vont nous réserver. On attend donc de voir, surtout que on a un peu vu les infrastructures sportives que le Cameroun a pu mettre en place dans le cadre de l'organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, bon, certaines ne sont pas encore achevées, il y a un problème d'entretien. Donc, peut-être il faudrait, vous attendez peut-être à quoi que l'office aille vite, rapidement sur le terrain. Je suis un peu embêté par les confusions qui seront possibles dans l'exercice de cet office, dans tous les exercices qu'ils auront à opérer, parce que il y a quelque part un chevauchement ou bien des télescopages, parce qu'il y a les missions qu'ils ont. C'est vrai qu'ils sont sous la tutelle du ministère des Sports, mais ils sont aussi, dans une certaine mesure, sous la tutelle, sous le regard du tutoriel de la Fédération camerounaise de football. Sous le regard tutoriel. Des fédérations, oui, des fédérations même, d'une manière générale. J'espère que tu me le permets.
On avance, oui. C'est qu'il y a, à mon avis, ce que je dis, c'est très très compliqué, parce que nous sommes très souvent au Cameroun confrontés aux luttes d'ego, ego d'homme, c'est-à-dire que, et puis aux luttes de qualification, de facilitation d'un certain nombre de choses qu'on a auprès de personnes autorisées. C'est compliqué. C'est-à-dire que la place des hommes est très, très, très opérante au niveau des structures camerounaises. Et les structures ne sont pas des choses qui restent, qui prennent le dessus sur les hommes. Ouais. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. C'est un truc, moi, ça me semble, j'ai essayé de décortiquer un peu les tests, là, mais il y a beaucoup de confusion, de télescopage, de chevauchement d'un département à un autre, d'un ministère à un autre, même entre les ministères, oui, même entre les ministères, il y aura le problème par rapport, même au ministère des Finances, par rapport même à l'organisation, même de certaines grandes rencontres, comme le champ autonome, financière autonome. Oui, mais il y a beaucoup de structures sont financières autonomes au Cameroun. Ils savaient nous, l'Afrique, par exemple, autonome au niveau des finances, envoyées par la FIFA. Ils ne sont pas des ressources propres. Des ressources propres issues de la valorisation et de la promotion des infrastructures et équipements sportifs, ainsi que de leur installation annexe et connexe. Ça veut dire qu'il faudra mettre en place des partenariats aussi, la coopération internationale, nationale, tout ça. Il y a tout ça. Il y a tellement de possibilités. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il y aura des chevauchements. Si, par exemple, je prends par exemple le chef, qui est donc désormais le président, décide qu'il va faire des stades de football, des lieux de fête, où il y a des engouements. Pour faire entrer de l'argent. Pour faire entrer de l'argent et que ces organisations de fêtes et d'engouement populaire, de foires même, aussi programmées même au niveau international, coïncide avec des matchs qui sont impératifs pour le football camerounais qui a besoin de ces terrains-là pendant une compétition. Il peut avoir mésentente, parce que souvent c'est arrivé dans d'autres domaines. Les différentes parties devraient s'entendre quand même sur un calendrier et tout sera. Il peut y avoir des mésententes de calendrier, aussi des mésententes, même d'exploitation des espaces. Parce que à l'intérieur du pays, même, il peut y avoir une personnalité de haut niveau qui a besoin d'une structure pour une période et que cette période, il y a une organisation officielle et même une organisation plutôt privée, mais qui passe entrer des sous. Parce que c'est très compliqué en réalité. D'accord. Alors, vous disiez, vous avez un souci avec les équipements sportifs. Bon, moi, je ne sais pas si c'est peut-être sur la base de l'affaire Coq Sportif et autres, et l'Africa Foot, que je pense qu'on a dû faire un peu vite pour pouvoir canaliser un tout petit peu les choses. Parce que tel qu'il le disait tout à l'heure, il a peut-être parlé d'infrastructures au niveau des stades et autres, mais maintenant, il y a également sur le plan même des équipements sportifs. Parce que je pense que dans les missions qui sont assignées à l'ONU, il y a effectivement l'orientation sur le choix des équipements sportifs. Est-ce que les fédérations vont être encore amenées à le faire elles-mêmes, ou alors est-ce que ce sera la charge de l'ONES? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir. Mais si c'est bien défini et qu'on s'assoit sur la table et que chacun sait exactement ce qu'il a à faire, je pense qu'il n'y aura pas au final des problèmes. Mais au début, il y aura certainement des télescopages. Moi, j'ai plutôt une inquiétude concernant la gestion de nos stades. Parce que vous savez que jusqu'à présent, tous nos stades au Cameroun ont des directeurs des stades. Oui. Et quand on a nommé les responsables de cette structure, ils auront à charge, n'est-ce pas, de gérer ces stades qui ont déjà des dirigeants. Comment ça va se faire? Est-ce qu'ils vont travailler, on va les reverser dans cette administration-là, ou du moins vont continuer à construire? C'est vrai que c'est soit l'acheteur du ministère des Sports, ou ils vont continuer. Peut-être qu'il y aura un texte d'application qui va certainement suivre. À ce niveau. Donc, il y a des clarifications qu'il faudra faire exactement une définition d'une feuille de route aussi. Là, c'est vrai qu'on est encore sous le coup de la nomination. S'il y a un texte d'application, je pense que ce sera clair. On est sous le coup de la nomination. Mais il faut quand même dire que le chantier est vaste. Vous vous souvenez effectivement que quelques mois seulement, c'était l'année dernière, au lancement de la Journée africaine d'athlétisme, on découvrait déjà que l'infrastructure juste quelques semaines après la CAN, Japoma, qui était l'un des joueurs sur le plan structural, avait déjà été presque à l'abandon. Il y a déjà des mâts, de la mousse déjà qui étaient presque partout au stade. Il n'y avait plus d'entretien. Nous avons commencé à décrire cela. Et même quand on construit ce stade, souvenez-vous tous les débats politiques autour, on s'interrogeait au Cameroun, comment, dans un pays où il y a la pauvreté, on peut construire des stades à coût de milliards. Comment ferait-on donc pour pouvoir rentabiliser ça? Pour les maintenir et les rentabiliser. Quand on sait ce que sont devenus d'autres stades avant. Moi, j'avais proposé pour le maintien, sans te couper la parole, de faire un tout petit peu comme au complexe, comment on appelle le truc qui est à Warda. C'est-à-dire le Palais des Sports. Il est entretenu par un particulier.
C'est-à-dire c'est lui qui entretient. Et il a un contrat avec le ministère des Sports. Bon, ça c'était un peu la solution que pour moi j'avais préconisée également pour... Il y a l'office maintenant. Pour le cas. Maintenant qu'il y a l'office, je crois que ce sera l'une des missions régaliennes. Exactement, puisque l'office a pour mission de rentabiliser ces infrastructures sportives. Parce que s'il faut rentabiliser, il faut d'abord les entretenir. Justement, et vous savez que déjà au niveau d'entretien, ça coûte à coût de millions qu'on entretient des stades, avec les lampadaires qui doivent briller chaque soir pour la beauté et pour la vie aussi. Vous comprenez que... Et puis les salaires des personnels. Oui, bien sûr. Si on a pris le temps d'apprécier ce qui se passe ailleurs, là où nous allons pour regarder des matchs, il faut quand même que ça se passe aussi chez nous. Donc je pense que c'était bien qu'on nomme, je sois en trouble à ce niveau, que le décret, n'est-ce pas, qu'un décret puisse créer l'ONU, et qu'on nomme des personnes qui ont à charge de pouvoir le gérer. Maintenant, on va sortir souvent, on va à tout ce qui a été nommé, et permettre, demander à notre administration de comprendre qu'on évolue. Et surtout qu'on travaille en synergie, qu'on travaille main dans la main pour y parvenir, parce que Antoine Bell seul n'y parviendra pas. Il faut que l'État, le gouvernement puisse faciliter le travail pour qu'ensemble, on se dise, on avait quand même une belle idée de construire des infrastructures chez nous. Et surtout qu'on les multiplie, parce qu'il faut quand même dire que le football est le seul sport, l'un des sports qui a profité, n'est-ce pas, et qui profite de ces infrastructures. C'est vrai qu'il y a un peu d'athlétisme, avec des pistes d'athlétisme autour, mais les autres alors, le basketball et autres, il faudrait bien que d'autres disciplines aussi puissent se développer avec la création de l'ONU. Et certainement qu'on aura des champions en médaille partout ailleurs, surtout que la boxe, le karaté se revendique comme l'un des sports qui ramène toujours des médailles chaque année sur le plan international au Cameroun et qui n'a pas de tatami chez nous malheureusement. Alors on va évidemment suivre l'évolution de cette actualité de près. Cette fois on s'intéresse à un autre sujet. Y a-t-il oui ou non bicéphalisme au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball? Vous le savez, avant la fin de l'année dernière, le ministre des Sports avait relancé l'opération de renouvellement des organes dirigeants des fédérations sportives et civiles nationales. Question pour le Cameroun justement de pouvoir rattraper le calendrier international après les Olympiades manquées. Il y a eu donc les élections au sein de plusieurs fédérations sportives au niveau de la FECA volley. On a pu assister Serge Zambo à deux élections. Il y a une élection qui a porté Bello Bourdane, qui est très bien connu au sein du milieu du volleyball au Cameroun. Donc il y a cette élection-là qui l'a porté à la tête de la FECA volley. Il y a eu aussi l'élection le week-end dernier à Yaoundé, organisée par le bureau sortant que dirige Serge Julien Abouem et qui a été plébiscité, on va le dire, carrément lors des travaux. Alors, aujourd'hui, c'est c'est chaque parti qui revendique la présidence de la Fédération camerounaise de volleyball. Et puis, ce mercredi, on va quand même signaler que le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif a ordonné la suspension de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire par les 2/3 des membres de la FECA volley, datée du 3 janvier 2023 et signée donc par Matip Elias. Et le tribunal a précisé que les deux parties ont 15 jours pour interjeter appel. Entre-temps, le président, la Fédération internationale de volleyball, qui est officiellement informée de la tenue de l'AG élective du 20 janvier dernier, qui avait conduit chez Bello Bourdane à la présidence. Dans une correspondance, la Fédération internationale, donc, d'y prendre note de l'élection de Bello Bourdane au cours de la dite assemblée et la lettre précise que cela fait suite à l'attestation reçue de M. Ahmad Karkaba Malboum, qui est, je rappelle, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. C'est donc cette correspondance de la Fédération internationale qui intervient juste au lendemain de l'AG organisée et remportée par Serge Julien Abouem. Quel est le regard que vous portez sur la situation actuelle, Serge?
Tout simplement, moi je veux être simple, hein, je ne peux pas beaucoup développer. Vous avez certainement très bien développé l'affaire. Il y a des factions et une est reconnue par tel organe, l'autre est partie jusqu'à, je crois, la Fédération internationale de volley via la Fédération africaine de volleyball et autres. Il y a également la faction d'Abouem. Ce qui me surprend, on a eu une accalmie ces jours-ci avec la FECAFOOT. Oui. Le président Samuel Eto'o est venu quand même faire table rase. Dans le volley est en train de prendre le relais. J'ai l'impression donc que c'est le volley qui prend le relais. Mais à y voir de près, moi, je ne sais pas pourquoi on se bat. Parce que quand on essaie de regarder le bilan de Serge Abouem, il est assez, franchement, éloquent. Ça, si elle veut l'une des fédérations qui nous donnait satisfaction au Cameroun, elle était l'une qui nous donnait effectivement satisfaction. Moi, j'ai vécu, par exemple, le sacre des filles ici au Palais des Sports. Je crois qu'elles sont championnes d'Afrique. On doit également être soit vice-champion avec les hommes. On a fait des Coupes du Monde. Il y a l'encadrement jeune. Nous avons vu nos filles aller même à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, les U17. Donc moi, je ne sais pas exactement ce à quoi on va. Je pense qu'il aurait été mieux, quand vous me demandez le regard, quel regard vous voulez que je... À partir du moment où on crée du rififi, il aurait été mieux. À partir du moment où Serge a ses capacités et que son alter ego également, que vous avez dit, il est bien connu du milieu du volley. Pourquoi ne pas s'asseoir et gérer ensemble les choses? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours avoir des luttes d'ego qui, à la fin, ne nous honorent pas? Parce qu'aujourd'hui, on a commencé à parler du tribunal, on commence toujours là au tribunal au pays. Après, ça va traverser. Je crois que le tribunal, le TAS, il est là pour tous les sports. On a été habitué avec le TAS au niveau juste du football, mais je crois que certainement, le TAS sera également saisi pour le volley. Est-ce que c'est ça qui honore le Cameroun à chaque fois qu'il y a élection? Pourquoi les élections ne peuvent pas se passer au Cameroun dans nos fédérations, vous voyez, sportives, sans qu'il y ait vraiment des problèmes? Pourquoi ça ne peut pas se passer le plus facilement possible, le plus docilement possible? Des gens aussi intègres, des gens aussi... Au lendemain de l'Assemblée générale du 20 janvier qui a donc porté Bello Bourdane à la FECA Volley, il a été adoubé par le ministre des Sports, par le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et c'est le week-end dernier là que le bureau sortant de la FECA Volley a également fait... ça fait des ordres. Est-ce qu'ils ont pas le bureau sortant? Je ne pense pas qu'il a assisté à l'élection de l'autre camp. Je ne pense pas. Donc, c'est des choses qui... Ou aussi, moi, je peux même dire, à partir du moment où j'ai dit tout à l'heure que Serge Abouem, il avait franchement plus quelque chose à prouver, à partir du moment où vous sentez que ça vous échappe, pourquoi ne pas vous retirer? Par exemple, on peut être utile ailleurs. Pourquoi ne pas se retirer et laisser faire? Parce que quand vous avez déjà sur votre dos le président du CNOSC, comme vous avez sur votre dos le ministre, je pense, qui est la tutelle? Je pense que vous ne pouvez pas vous en sortir. À moins que vous venez là pour créer peut-être des ordres. Bien que votre bilan soit élogieux. Voilà, et je pourrais peut-être retrouver le grand frère, mais là, je n'ose pas le dire. Je n'ose vraiment pas le dire. Je n'ose pas le dire. Wait and see. Moi, je n'ose pas le dire. Moi, je pense sincèrement qu'il y a... C'est toujours cette réalité camerounaise qui est nuageuse, parce que nous avons eu une fédération qui a fonctionné de manière soutenue. Dans le souvenir du populaire camerounais, tout le monde connaît bien Serge Abouem et son équipe qui ont travaillé. Nous avons découvert, nous tous, il y a quelques années, ce volleyball, l'expansion, l'explosion de ce volleyball quand les filles ont gagné à Yaoundé devant les Kenyans et qui étaient depuis longtemps chaque année des champions d'Afrique. Donc, on a eu beaucoup de joie à voir cet entraîneur qui avait été pris par Abouem, qu'on appelait Jean-René ou René, j'ai oublié, l'entraîneur de volleyball. Jean-René Akono. Jean-René Akono, qui était excellent, des filles, qui était excellent, qui avait été soutenu par Abouem et son équipe. Ça veut dire qu'il y avait une cohésion que nous tous nous admirions. C'est une histoire qui s'est passée il y a combien d'années? Il y a 4 ans ou 5 ans. Bon, maintenant, la question que je me pose et qui crée toujours un flou est terrible. Comment, dans les tests de toutes les fédérations, on sait qui convoque l'Assemblée générale? On sait qu'à la convocation de l'Assemblée générale, il faut que le ministère soit informé et qui approuve cette convocation de l'Assemblée générale. Il faut que vous justifiez. Parce que est-ce que les tests de l'Assemblée concernés par l'ancien bureau Abouem, est-ce que
ces tests-là ne disent pas spécialement que le président sortant, le secrétaire général sortant, quelqu'un ou un groupe de personnes, le conseil constitutif de cette assemblée doit convoquer la prochaine assemblée. Parce que tout est déposé, à la fois la fédération est déposée au ministère. Donc le ministère, c'est à la base quelle assemblée qui fonctionnait jusqu'au moment où il y a de nouvelles élections. Donc j'ai dit le flou réside dans le fait que qui est même l'essence des deux assemblées. Et ça veut dire que nous tombons toujours dans cette égalité d'un ministère qui ne fonctionne pas normalement. Parce qu'il est absolument absurde. La faute au ministère, la faute au ministère d'abord parce qu'il est absolument absurde. Il est absolument absurde qu'une première assemblée puisse se tenir avec l'accord du ministère et qu'une deuxième assemblée puisse se tenir avec ou sans accord du ministère, je ne sais pas, mais elle a pu se tenir. Je veux dire que si nous avons une organisation au Cameroun, une organisation sportive, avec des lois sportives, avec un respect de l'éthique sportive, avec tous les tests qui régissent le sport au Cameroun, parce que nous faisons partie. Comment deux assemblées peuvent avoir lieu dans un pays qui a un ministère, qui a un premier ministère, qui a des tests de loi? Je dis, il y a un problème. Je dis, moi, c'est là qu'est le flou. Bon, parce que c'est difficile de dire, je soutiens Abouem ou je soutiens l'autre. Mais je dis que dans cette heure, même le comité... On n'aurait pas dû en arriver là. Voilà, et même le président du comité olympique, je trouve qu'il a tort de prendre position. Est-ce qu'il a analysé les tests? Est-ce qu'il est en mesure, même dans son organisation, à analyser les tests pour qu'il dise que lui, il prend position pour tel autre président, pas pour tel autre? Je dis, il y a un problème. Et puis, il ne représente pas une force. La force réelle est dans le peuple, dans les volleyeurs, dans les assemblées, dans les équipes de volleyball. La force réelle n'est pas dans le président du SNIOS ou je ne sais pas comment on l'appelle. Je dis, il y a un problème parce qu'en réalité, on veut donner du poids, on dit, le ministre était là, le président des CCF, monsieur Kakawa Malboum était là. Je dis, mais ça ne veut rien dire. Il y a une force réelle. Moi, j'ai admiré cette Abouem. Je ne connais pas spécialement. C'est le texte qui avait nommé Abouem. Abouem s'est engagé personnellement et totalement pour ce volleyball-là. Nous avons eu des victoires extraordinaires. C'est-à-dire que si beaucoup parmi les sportifs ont suivi le volleyball, c'est grâce à Abouem. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Cameroun, par son ministère, nous donne une explication, et il doit donner une explication au peuple pour dire pourquoi une autre assemblée, en dehors d'Abouem, est née pour qu'on fasse passer quelqu'un d'autre. D'accord. Et c'est là que on a l'impression qu'il y a forcément encore de la corruption. D'accord. Je voudrais juste qu'on regarde cette réaction de Serge Abouem à l'issue de sa réélection. C'était samedi dernier du côté des Yaoundé. On peut regarder ça en quelques secondes et puis on va revenir derrière. Cette formation entre en droite ligne des activités de la CAD. Lundi, votants ont été enregistrés. Les votes exprimés 90 en faveur de la liste de M. Abouem Abou. C'était une élection avec un résultat à la russe ou bien à la chinoise. Mais je crois qu'il faut voir en ça avec du 100% la volonté de la famille du volleyball d'encourager l'ensemble de nos actions depuis près de 10 ans à la tête de la Fédération camerounaise de volley. De la réaction du président Serge Julien Abouem. Hervé Villard, vous êtes journaliste, vous observez forcément, comme nous, ce qui se passe cette fois à la FECA Volley. Oui, je dois sourire parce que c'est très amusant. Parce qu'on est dans un pays où on a l'impression que le mouvement sportif n'est pas encouragé par la tutelle. Les règles sont très simples concernant les élections. La question qu'on devrait se poser, qui organise les élections? On est dans un bureau exécutif qui est sortant. Ce bureau exécutif sortant qui organise toujours les élections. C'est clair. Le rôle du ministère des Sports, c'est de rassurer que tout se passe selon les règles. Je pense que quand on a répondu à ces questions du B.A.B.A., on n'a pas besoin de se crêper les Chinois. Donc on voit clairement le jeu trouble que joue le ministère des Sports dans cette histoire. Pourquoi faut-il forcément que ce soit Bello? Bello part d'où? Une élection est organisée
par le bureau sortant, on ne peut pas exercer, on reçoit les candidatures. On informe le ministère du Tutelle qui vient être observateur et apprécier les élections, rappeler le cadre d'organisation de ces élections. Ça, c'est la mission du ministère des Sports. Comment se fait-il que dans un pays comme le Cameroun, où le sport est l'un des facteurs qui permet, qui unit le peuple, que ça devienne un facteur de guerre, plutôt. Parce qu'opposer deux individus, imagine ces deux communautés, imagine ce sont des inimitiés concrètes. Pourtant, on devrait plutôt utiliser le sport vecteur de communion sociale. Curieusement, on a l'impression que le ministère du sport, depuis des années, ce n'est pas toujours ça. Et quand j'ai posé la première question, savoir comment on organise les élections, c'est le bureau sortant qui prépare les élections informes. Vous vous rappelez déjà que ces élections étaient organisées de manière tardive. Il a fallu que les médias sortent pour rappeler au ministère des Sports qu'on devrait organiser les élections depuis et que le ministre lui-même prend la décision d'informer toutes ces fédérations d'organiser les élections. Pourquoi c'est au volet? Vous êtes d'accord avec moi que la Fédération camerounaise de sport nautique a presque disparu? Pourquoi il n'y a pas la Fédération camerounaise de sport nautique? Depuis que M. Mouibo est décédé, on n'est plus sûr que ça existait encore. Pourtant, il y a un ministère du sport qui devait chercher à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et avant le décès de M. Mouyumbo, les Camerounais ne participent plus aux compétitions africaines. On faisait le canoë-kayak juste ici au bord du fleuve Ouvry et c'était fini. Mais pourtant, il y a un ministère qui devrait veiller à ça. Depuis que le volley est sorti de son trou pour commencer à ramener des médailles au Cameroun, voilà que ça devient notre théâtre, comme le sport football. Je ne sais pas pourquoi, c'est là où il y a un peu d'argent que ça crée des appétits. Ça veut dire que les intérêts sont ailleurs. Ce n'est pas le développement de notre mouvement sportif qui intéresse ceux qui ont la charge de ces ministères-là. C'est autre chose. On ne serait pas arrivé à ce théâtre si on voulait justement suivre les objectifs. Et on devrait s'attendre à quoi, peut-être pour la suite? On regarde un peu les deux camps qui s'opposent. La bataille est grande. Parce qu'aujourd'hui, ni Abouem, ni Bello, déjà que la Fédération internationale de volleyball vient d'adouber Bolo. Sauf que Abouem fait comprendre que le tribunal administratif du côté Yaoundé a reconnu que les deux tiers n'étaient pas réunis pour pouvoir permettre les élections de Bello de se tenir. Nous comprenons qu'il y a un flou. Et vous voyez donc que la bataille sur le plan juridique est ouverte. Entre temps, qui perd? On devait être à ce moment-ci à rassembler les énergies, à se préparer pour la Coupe du Monde de volleyball de U17, dont le président Abo a déclaré avoir déjà affilié les filles à cette compétition. Et au lieu qu'on soit concentré et qu'on rassemble les énergies pour ça, on va maintenant dépenser des énergies pour une bataille juridico-judiciaire qui ne nous sert presque pas. On a vu effectivement que ce volleyball commençait à connaître une crise avec la démission de plusieurs joueurs, dont les capitaines et autres, ces dernières années, malgré les trophées remportés. Elles ont commencé à revendiquer les primes. C'est clair. Vous comprenez donc qu'au niveau du ministère, c'est tellement qu'il y a une odeur de sainteté entre le président sortant et le ministère des Sports. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut certainement les larguer. Bon, maintenant, ce sont des faits qui peuvent être appréciés et être commenter aussi. Absolument, absolument. Donc vous comprenez qu'on a l'impression que ce n'est pas ce que nous voulons. Ce plateau nous donne une chose et dans le bureau, les gens décident en fonction de leurs intérêts. Je voulais juste ajouter, rapidement, dans le même sens que lui, il y a une situation que je ne comprends pas. Les tests existants, comme il a dit tout à l'heure, et la méthodologie existante, les références existantes, et le tribunal administratif a admis que l'Assemblée de Bello n'était fait. Il n'avait pas 2/3 des membres, n'avait pas atteint les 2/3 des membres de l'Assemblée. Ce que je ne comprends pas, quand la Fédération internationale de volleyball écrit pour dire qu'ils reconnaissent l'autre partie, j'ai l'impression que ces gars-là ont plaisir à détruire un peu nos fédérations parce qu'ils peuvent entrer, étant eux, ceux qui coiffent les fédérations, ils peuvent entrer dans la réalité de ce qui se passe et ils connaissent Abouem depuis plus de 10 ans. Subitement, il n'y a pas ils peuvent avoir la curiosité de savoir pourquoi il n'y a plus Abouem. Mais ils font quelque chose, cette politique sournoise là, qui vise à créer des désordres dans les pays comme les nôtres. En fait, ils ont reçu un courrier du ministère des Sports, tout simplement. Ils ont reçu un courrier du ministère des Sports à Douban. À Douban, c'est M. Bello. Et il faut rappeler sur ce plateau qu'il y a une question des textes qui régulent le mouvement sportif au Cameroun. Ouais. Il y a la texte 2013 et la texte 2018. 2011, oui. 2013 et 2018. 2018, oui. Même si depuis 2008, on faisait les textes de 2013. Vous comprenez donc que
tant qu'on n'a pas harmonisé cela, vous voyez, donc, si on vient retirer les textes de 2013 pour demander les élections se tenir en 2022, alors qu'il y a les textes de 2018, vous comprenez qu'il y a un intérêt, il y a un vice quelque part, il y a anguille sur roche. Ouais. Pourquoi ça? Pourquoi au volet qu'on va vouloir utiliser les textes de 2013, alors qu'on sait que le ministère pour la gestion des mouvements sportifs au Cameroun, on utilise désormais les textes de 2018 pour 2022? Il faut se poser ces questions, et dès qu'on répond à ces questions, pour comprendre où se trouvent les intérêts des autres. Pourquoi la guerre? Et je ne suis pas sûr que ce n'est pas nous qui allons régler ça sur ce plateau. Ça, on va simplement appeler les uns les autres à venir à des meilleurs sentiments. Sauf que pour Abraham, le volleyball est comme son bébé. Ouais. Et il est ici pour une mère de lâcher son bébé. Je me souviens, je me suis intéressé légèrement au volley. Nous sommes en 99, 1999, où je vois mon voisin, Yoko, Balas et autres. Nous sommes aux Jeux africains. Voilà. Après cette période, nous avons carrément disparu pour ressurgir dans les années récemment. Hein? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Que reproche-t-on vraiment à Boem? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir pris l'argent et d'avoir il allait remettre l'argent? Bon, c'est pas moi, quoi. Que reproche-t-on à Boem? Il y a eu un argent qui est arrivé, on n'a pas tout utilisé, il a repris, il a remis. Ça a fait des choses. J'ai dit, il ne faut pas qu'on dise des choses, c'était terrible. Voilà, affaire donc à suivre, hein, parce que la crise post-électorale à la Fédération camerounaise de volleyball, apparemment, la fin, c'est pas pour maintenant. Donc, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet un peu plus longuement dans nos prochaines éditions. On va terminer cette première partie de l'émission rapidement avec en rappelant que les avocats étaient à l'école du droit du sport. C'était le 27 janvier dernier du côté Yaoundé. Deux thèmes majeurs étaient au menu de cette formation. L'actualisation du droit du football en matière de réglementation FIFA sur les agents du joueur, l'avocat mandataire de sportifs, les indemnités de formation et aussi la professionnalisation des structures sportives. Sur l'objectif visé par les travaux, nous vous proposons d'écouter Maître Jean-Jacques Nouyadjam, qui est le président de l'Association camerounaise des avocats en droit du sport. Il est au micro d'Olivier Bouzikeux. Ils ont oublié, ils dorment. Nous allons vous proposer d'écouter cette réaction, donc, que je disais tantôt, sur le droit du sport, de Maître Jean-Jacques Nouyadjam, qui n'est autre que le président de l'Association camerounaise des avocats en droit du sport. Cette formation rentre en droite ligne des activités de la CAD. L'une des rubriques, c'est former des acteurs du mouvement sportif, former des avocats en priorité dans le secteur du droit du sport, secteur particulièrement spécifique. Donc c'est l'une de nos activités. Aujourd'hui, nous abordons des sujets d'actualité à l'échelle internationale avec la nouvelle réglementation FIFA sur les agents de joueurs. Il est question pour nous, avocats, de nous imprégner de cette nouvelle réglementation. Ça a toute son importance. Des questions d'avocats et de mandataires sportifs avec la tournure que prend cette profession en France. Il est question également pour nous d'avoir les perspectives d'une telle profession dans notre environnement. Voilà, c'est des questions d'actualité pour nous avocats et pour les juristes. Nous nous situons dans une perspective de projection. Nous évitons de nous arc-bouter sur des questions telles que les élections. Parce que dites-vous bien que la profession de l'association avocat en droit du sport, ce n'est pas seulement que la gestion du contentieux électoral, comme c'est le cas chez nous. Il y a bien d'autres champs d'expertise, il y a bien d'autres domaines à explorer qui peuvent faire vivre décemment l'avocat dans ce domaine, à telle enseigne que nous explorons d'autres domaines dans la perspective d'avoir des avocats bien formés et à même de challenger les autres sur la place internationale. La particularité de cette formation, c'est que nous avons 3 experts qui viennent de l'étranger, 3 experts rompus à la pratique du droit du sport, qui viendront avec nous partager des bonnes pratiques. C'est toujours bien pour nous avocats, c'est toujours bien dans notre formation. C'est ça la spécificité de cette formation.
on va rentrer dans la seconde partie consacrée au débat. Et ce soir, on s'intéresse au CHAN Algérie 2022. Le CHAN qui s'est achevé le week-end dernier du côté de l'Algérie, évidemment, avec le sacre de l'équipe du Sénégal. Le Cameroun, souvenez-vous, avait été éliminé dès le premier tour. Donc tout à l'heure, il sera question pour nous de nous interroger justement quelles sont les grandes leçons à tirer de cette débâcle des Lions indomptables à prime de cette compétition que vaut réellement notre championnat ici au Cameroun. Mais avant, Serge Zambo, le Sénégal sur le toit de l'Afrique, ça vous a surpris ou pas? Disons que ça m'a un peu surpris parce que au CHAN, ce n'était pas forcément l'équipe la mieux lotie pour moi. Moi, j'ai vu des équipes qui étaient un peu plus mieux loties, véloces, qui attaquaient mieux, mais j'ai l'impression que tactiquement, le Sénégal était beaucoup plus en place. Ils ont su, à travers leur match, peut-être, ils ont su comment est-ce qu'il faut prendre chaque adversaire, c'est-à-dire que chaque match était pour eux toute une nouvelle, ils le prenaient avec une nouvelle dimension, surtout en finale, la finale contre l'Algérie que j'ai eu l'occasion de regarder, ils étaient un peu plus regardis, ils attaquaient par contre, les Algériens étaient un tout petit peu fougueux. Encore que je peux dire que c'est un tout petit peu par chance, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive au tir au but avec les Algériens ont la balle de victoire. Ils se sont amusés et puis voilà, les Sénégalais ont eu un peu plus de chance, un peu plus de justesse, mais ce n'était pas l'équipe la plus lotie pour moi. Moi, j'ai vu une équipe comme celle de Madagascar, qui pour moi jouait extrêmement bien. Moi, je l'ai bien appréciée, mais elle avait été, je peux dire qu'elle était un peu inexpérimentée. Et puis les Malgaches, ils ne sont pas tellement peut-être habitués à jouer à ce niveau. J'ai même vu également l'équipe qui nous élimine, le Niger, qui également était bien préparée, bien véloce. Vous sentez un travail de base, c'est-à-dire un travail de fond, c'est-à-dire des équipes qui se sont préparées pendant un bon bout. C'est-à-dire on se dit, voilà, on va étape par étape pour pouvoir y arriver. Mais maintenant, le Sénégal, c'est peut-être aussi leur moment de gloire. Le Cameroun en a eu à un moment donné. Donc si aujourd'hui ils ont pu gagner la CAN chez nous, le CHAN en Algérie, bon, c'est peut-être leur moment. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment l'équipe la mieux lotie. C'est la même impression, la même lecture. Vous n'attendiez pas le Sénégal à ce niveau de la compétition, Timothée? En réalité, je reprendrai surtout ce que Serge a dit à la fin, que c'est le moment de gloire du Sénégal. Tout simplement parce qu'en réalité, j'ai été absolument suivi par certaines équipes au niveau du CHAN comme Madagascar, justement. Aussi, et c'est vrai qu'il manquait... Ils étaient véloces, ils étaient très réactifs, très bien. Et j'étais surpris déjà de voir que le football a pris certaines dimensions à Madagascar. J'ai vu cette équipe du Niger qui nous a un peu tenu à dire que c'est vrai que la possession de balles était 70-30, c'est-à-dire que 70% de possession de balles pour le Cameroun, mais nous n'avons pas été capables de marquer un but. C'est-à-dire que le Niger, cette équipe du Niger avait quelque chose dans le ventre. J'ai vu d'autres formations qui étaient nouvelles. Beaucoup de formations étaient nouvelles dans ce football jeune-là. Beaucoup de pays étaient nouveaux. Et j'ai dit, c'est encourageant pour l'Afrique. Maintenant, je vous dis sincèrement, je n'ai pas trouvé que le Sénégal était la meilleure équipe. Le Sénégal est dans sa période faste. Vraiment, j'utiliserai exactement le même mot que Zambo, sa période de gloire. Tous les pays passent par ce moment de gloire. Le Zaïre est passé par là, la Guinée, le Ghana, le Nigeria. Chaque pays passe par des années de gloire qui peuvent aller de 5 ans à 10 ans, à 20 ans pour certains. Nous avons connu, quand nous étions, ceux de ma génération, nous avons connu une équipe guinéenne qui avait les mêmes attaquants pendant près de 15 ans. Petit Sori, Maxime Camara, peut-être que Zambo a entendu parler de ces attaquants guinéens là. Pendant 10 ans, ils ont régné sur l'Afrique. De la même manière, tout puissant Mazembe, quand le Zaïre était en train de faire sa nouvelle politique d'authenticité, le Zaïre c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc je vais dire, chaque pays a sa période de gloire. J'ai entendu dire que le Sénégal est au-dessus de tous les pays africains. Je suis un peu étonné parce qu'en réalité, même au niveau de la CAN, nous avions deux pays qui étaient à craindre, qui étaient peut-être redoutables avant le début de la CAN, c'était le Maroc et l'Algérie. Et même l'Égypte, les pays nord-africains, et même l'Égypte. Et même nous, le Cameroun, nous étions à redouter. Il y a des pays qui ont fait surface, qui sont sortis de nulle part, qui ont gagné. Et le Sénégal, qui a même perdu pendant les matchs de poule, a
a eu un moment de gloire, un moment, j'appelais, appelons ces chances. On a grandi, l'entraîneur l'a grandi, Sergio Mané, c'est vrai, Sergio Mané, c'est un grand joueur, mais l'entraîneur, si c'est, on en a fait le plus grand entraîneur africain, je ne sais pas sur quelle base. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Si c'est ça le critère, c'est ça le critère, bon, mais ça c'est autre chose. Hein. Si c'est le critère, bon, maintenant, il y a des choses qu'on pourrait dire, par exemple, de voir, et ça, je suis content. Bien la tactique. Hein, oui, la tactique de Nigeria, de même Madagascar. Ouais, mais au niveau du Cameroun, il y a comme quelque chose On va parler du Cameroun. Ah bon, d'accord. Quand même de faire honneur aux champions. Hein, champion. Non, je ne veux pas faire des honneurs aux champions. C'est pas un mauvais champion. C'est qu'il ne manque pas, il a gagné, et puis c'est celui Oui, pour vous estimer, il y a Timothée qui estime que bon, le Sénégal est dans une période de gloire. Serge qui parle d'une équipe qui était mieux lotie tactiquement. Donc, oui, mais Sénégal, moi, je vais dire que la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Vraiment. Tout ce qu'on va nous dire sur ce plateau-là, le Sénégal a préparé sa Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappeler que le Sénégal a joué à la finale contre une équipe avec laquelle il avait déjà joué un match amical. Il avait joué un match amical pour préparer cette compétition. Ils avaient fait 2 buts partout. Au match amical. Au match amical, 2 buts partout avec l'Algérie. Donc vous voyez donc que le Sénégal était dans la logique, n'est-ce pas, de venir remporter cette compétition. Maintenant, quand vous parlez d'une compétition et vous donnez des objectifs, parfois ça n'arrive pas comme vous le voulez. Mais il faudrait d'abord que vous mettiez l'objectif en avant. Ils ont travaillé pour. Le début a été très difficile pour le Sénégal. Regardez les résultats. Le Sénégal n'a pas gagné par plus d'un but. Durant tout le tournoi, plus d'un but. C'est-à-dire qu'ils ont fait que l'essentiel. Et le compartiment sénégalais qu'il faudra apprécier, c'est la ligne défensive sénégalaise qui a vraiment travaillé durant cette compétition. Et c'est ça qui manque souvent à beaucoup d'autres équipes. L'équipe Madagascar de Malgache était celle qui a beaucoup élaboré le jeu. Elle savait quoi faire avec le ballon, même comme au niveau de la finition, ça ne marchait pas toujours. Mais du moins, au niveau de la qualité de jeu, je pense que c'était très alléchant de regarder Madagascar jouer. Oh, le Sénégal a joué efficace. C'est vrai qu'en finale, elle a eu un brin de chance, mais elle a eu un brin de chance parce qu'elle était préparée pour. L'équipe du Sénégal. Et c'est parce qu'elle est arrivée à ce niveau qu'elle a eu ce brin de chance. Ce que nous n'avons pas pu faire. Donc vraiment, bravo au Sénégal. Il faut quand même rappeler que depuis l'élection de Senghor, depuis 2009, il y a quand même réussi quand même à faire du football sénégalais, ce que beaucoup n'ont pas fait depuis des années. Vous savez que... Qui c'est Senghor, oui. Le président de la Senghor. Donc ça fait que chez nous, généralement, c'est à la veille de la commission que du coquet. Qui va m'aller jouer pour les après. Ça se voit que nous devons tatillon. Alors que chez eux, ils ont déjà une idée, d'après ils ont défini, ils ont déjà donné un statut. Un statut au A'. Ils ont déjà leur centre de formation, leur centre de formation comme nous avons aux AIC. Comme pour dire qu'on a donné un peu de la valeur à ce point, quand vous appartenez à cette catégorie, vous travaillez avec des objectifs précis. Comme au sein chez nous, on connaît seulement les lions indomptables. Le reste est là, vraiment, le moment venu, on prend des n'importe quoi, vous faites un petit minute, bon, allez aussi. Chez eux, c'est un peu plus sérieux. Je pense à ce sérieux, mais depuis 2009, qui permet qu'aujourd'hui, le Sénégal y arrive. Et on a quand même sponsorisé aussi les centres de formation pour permettre qu'on produise davantage de joueurs de qualité. Tu sais que tu es journaliste. Oui. Parce que quand tu dis que chez eux, oui, c'est un peu plus sérieux que chez nous. Je vous dis, c'est pour ça que je maintiens absolument que c'est la période de chance. Sur les jugements, sur les appréciations africaines et même de la FIFA, il faut regarder dans Internet, nous sommes le 4e meilleur championnat d'Afrique. La meilleure organisation de football d'Afrique. Nous sommes 4e, je ne sais pas les critères, je ne connais pas les critères, j'ai regardé sur le net. Bon, maintenant le Sénégal vient en 6e ou 8e position. Monsieur Bakong, je vais vous répondre. Et je voudrais aussi dire... On peut se tromper. Allez-y, je vais vous répondre. Permets-moi une autre question. Quand tu regardes au Cameroun, le nombre de volontaires qu'il y a, le volontariat camerounais, en termes de création d'écoles, création d'académies, je vous assure, nous avons tellement de volonté, de créativité. Malheureusement, on est au niveau de la volonté. Mais qu'est-ce que cette volonté accompagne? C'est un peu mieux élaboré. Je veux dire donc que, pourquoi c'est élaboré? Chez nous aussi, c'est élaboré. Pourquoi c'est élaboré? Parce qu'à côté de la volonté, on y met des moyens. Vous voyez un peu,
On y met de l'accompagnement. Mais aujourd'hui, quand ce sont des structures qui sont privées et qui n'ont pas d'accompagnement, qu'est-ce qui se passe? Après, ça disparaît seul. La volonté disparaît quand on n'a pas les moyens d'accompagnement. Or, c'est ce que le Sénégal essaie de faire. On essaie d'accompagner des hommes. Mais c'est pas technique, c'est plus social et politique. Parce qu'il y a une réalité sociale et politique, Tout il y a une ça, réalité technique. il n'y a pas de- Techniquement, il nous n'y a sommes, pas nous de- sommes de technique. bien nantis, Il n'y a le pas de Cameroun. technique, il n'y a pas de Techniquement politique. parlant. Il n'y a pas- Et je vais vous dire qu'en termes de statistiques, Ouais. le pays africain qui vend beaucoup de joueurs à l'étranger, Ouais. c'est le Sénégal, ce n'est pas nous. Ils ont combien? C'est le Sénégal, ce n'est pas nous. Ils ont combien de joueurs à l'étranger? Nous À en avons l'étranger? 242. Non. Nous, le Cameroun, nous en avons Oui. 242 à Je pense l'étranger. seulement un seul Le championnat. Sénégal a exactement 78 à Je pense l'étranger. seulement, je pense Dis-moi, seulement, je tu pense seulement au casses championnat de se France. pose, oui. Je pense seulement au Le championnat de France, peut-être Oui, plus. je pense au championnat de France, Oui. qui est le championnat qui vend beaucoup de joueurs. Peut-être, non, Oui, c'est celui attendez. que nous écoutons le plus. Parce Non, que non, je vous donne les statistiques d'Africa. De toi à moi, bon. Non, monsieur Makango, Ouais, ouais. ça c'est les Vas-y. statistiques. Bon, vas-y, Les vas-y. statistiques. Des joueurs médiocres Oui, aussi, hein. et vous savez Vas-y, pourquoi? vas-y, Vous savez pourquoi? ouais. La France est le meilleur, la Fédération française de football, Ouais. elle a été classée meilleure fédération qui vend les joueurs à l'intérieur, qui vend des joueurs, qui place des joueurs dans les équipes. Ouais. Et la majorité de ces joueurs sont des joueurs africains. Africains, ouais. Et vous avez le Sénégal, vous avez le Mali en termes de présence aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi? Hier, il y a un temps, c'était beaucoup de Camerounais aussi. Ça veut dire que nous, à notre niveau, il y a un travail au niveau de la politique Ouais. qui doit être Ou alors les fait. agents de joueurs aussi qui nous sont... Non, c'est que nous, nos joueurs, Je quand parle on des est agents, parti, les agents. quand on est parti aujourd'hui, vous connaissez la destination de nos joueurs, des qui partent du championnat. On ne produit plus de cracks. Bon, vous savez, C'est vrai. on ne produit plus de cracks. C'est vrai que la Alors, qualité n'est plus la la qualité n'est plus la bonne. Quand on a un meilleur joueur qui sort du Cameroun, il ne va pas jouer directement comme Ndjita faisait hier. Vous comprenez donc ou bien quand on part comme Abouaka Vincent pour aller directement jouer à Porto, qu'on parte jouer plutôt à Bamoussou, en Afrique du Sud. Vous comprenez donc Non, il y a... Boubacar ne Pourquoi fera tu pas dis- directement pour jouer à Porto, même pas Djitab. Non, Ça, je refuse. non, je vais dire ceci. Djitab ne va pas directement Non, là où il je se vais retrouve. dire Il s'est quand ceci. même d'abord trouvé dans les pays périphériques avant d'aller se retrouver de l'autre côté. Soit. Continuons. Soit. Mais quand on a un meilleur joueur du Cameroun, par exemple, qui part d'ici, qui ne va pas tutoyer au moins un club des industriels directement dans le championnat UP. Ouais. Ça veut dire que nous avons un problème au niveau des qualités de formation. Mais quel est le joueur sénégalais qui est parti directement du Sénégal et qui s'est retrouvé, par exemple, directement en première division française et qui s'est imposé la première année? Non, je ne parle pas de première division. Je dis au moins en deuxième division. Voilà, donc, je ne pense pas donc qu'il soit Non, je veux te au-dessus dire de quoi. nous. Pourquoi est-ce que je reviens là? Moi, j'ai le jeune Baleba, Ouais. qui part d'ici, qui se retrouve directement à Lille, en première division. en France. Je suis d'accord, mais l'Irondelle ne faisant pas le printemps. Non, si tu veux, on peut en citer. On peut en citer. L'Irondelle ne faisant On peut pas en le citer, printemps, on je peut veux en te dire citer. qu'il y a un travail de fond. On peut en Chez nous, citer. on a certainement des cas qui sont isolés, n'est-ce pas? Mais juste que depuis 2009, il y a un travail de fond qui est fait quand même au Sénégal. Et on ne cite pas pour dire qu'ils sont meilleurs que nous, pour que ce soit des exemples qu'il faudra copier pour être performants. Parce qu'il faut rappeler quand même, en Afrique, faites le tour déjà qu'il n'y a pas meilleur qu'au Cameroun. Mais il faut que nous continuions à travailler notre label. D'accord, je n'ai pas très d'accord. Moi, j'ai un autre regard. Alors, C'est la est-ce que lors de cette finale, l'Algérie, par exemple, peut nourrir des regrets? On a vu le parcours de l'Algérie Oui, bien sûr. arriver Oui, absolument. au sommet Oui. et passer à côté du sac. Oui, oui, non, c'est possible. En réalité, si c'est l'analyse d'un match de football, passe par beaucoup, surtout les techniciens purs qui sont chargés de prendre chacun à son niveau des éléments techniques qui permettent de mieux analyser l'évolution des équipes. Vous verrez que tactiquement, de manière organisation, de manière équipe, hein, tu as dit, comment dit-on ça? En phase, la réalité de l'équipe, l'entourage, l'architecture de l'équipe d'Algérie est une très très belle architecture. Hein. C'est des gens qui travaillent chez eux, hein, mais qui sont peut-être victimes d'autres facteurs. Parce qu'ils ont, nous et malheureusement, bon, je vais encore dire des choses qui vont... Je pense qu'ils ne sont pas mentales. Le mental. Voilà le mental, voilà, merci Serge. Et ils n'ont pas le côté mental très solide comme les autres. Hein. Les Sénégalais, et tu sais, les Camerounais sont ceux qui ont amené les autres à avoir ce côté mental. Et nous étions les premiers à exprimer cette volonté mentale, hein, cette réalité mentale. Même quand on ne peut pas, c'était la tête qui on jouait. travaillait, ça allait, ça marchait. Et c'est ce que nous perdons en plus. En réalité, sur le plan technique, la plupart de ces équipes de la planète Afrique, là, se valent. Hein? La plupart des équipes, et les entraîneurs sont de plus en plus... Nous avons, à peu près, si je me trompe, peut-être à 10 nombres, nous avons à peu près exactement 103 entraîneurs de qualité, de très bonne facture au Cameroun.
103 entraîneurs, hein, entre les A et les B, entre les A et les B, 103 entraîneurs. Aucun pays africain n'a 50. Hein? Nous sommes les seuls avec 300, ça veut dire que soit nous sommes mal utilisés, soit nous utilisons pas assez, soit il y a des politiques qui sont très très compliquées au niveau des organisations. C'est pour ça qu'il dit, je préfère retenir le qualificatif mental. Hein? Quand vous avez vu l'Algérie perdre ici au Cameroun, hein, ils ont perdu la CAN. En fait, quand tu regardes, l'Algérie a perdu parce que les autres ont eu plus de mental que l'Algérie. Hein? La Guinée, comment on l'appelle, le Burkina Faso a battu, ils ont battu l'Algérie, non? Le Burkina Faso a battu l'Algérie. Tu te rends compte? C'est la Côte d'Ivoire qui les élimine ici. Ah, c'est la Côte d'Ivoire qui les élimine. Mais c'est pour te dire que pourtant, ils ont aussi bien préparé. Le Maroc était absolument convaincu de venir un grand champion, bien préparé. Et nous savons que l'organisation du football maghrébin est excellente. Hein? Tu as été certainement en Égypte pour voir le village, tout le village. Tu as vu tout le village d'Espérance en Tunisie. Tu l'as vu en Tunisie. On n'a rien appris. On n'a rien envié. Personne n'a pas besoin d'aller à mais ces gars-là, le Suisse a payé devant une formation, par exemple, du Mali, qui a très peu de moyens. Il y a une formation je veux dire, il y a des problèmes de période, des problèmes de système et même des problèmes de religion. D'accord. Alors peut-être avant de rentrer dans la partie Cameroun, Serge, quelle est globalement l'analyse que vous faites du niveau du championnat en Afrique aujourd'hui après cette édition, cette 7e édition du CHAN? Je vais revenir sur quelque chose avant de répondre. Rapidement, avant de répondre on se dirige vers la fin de l'émission. Je disais que j'ai un autre regard sur ce que mon ami avait dit tout à l'heure. Et le CHAN devrait grandir là-dessus. Moi, je proposerais que il a parlé peut-être des joueurs camerounais qui partent pour aller jouer en France, ainsi de suite. Mais si on essaie de regarder le nombre de joueurs camerounais qui partent pour les championnats africains, nous sommes les plus nombreux. Et le CHAN grandirait justement à faire en sorte que le CHAN là, voilà, que ce soit plutôt pour tous ceux qui jouent dans les pays africains, au lieu de circonscrire uniquement juste dans les championnats africains. Parce que nous, par exemple, nous avons perdu 2 joueurs qui sont partis. C'est-à-dire le meilleur joueur du championnat camerounais l'année dernière, qui s'est retrouvé en Afrique du Sud. Vous voyez un peu? Parce que l'idée, on se rappelle quand même avec Issayatou, avec le CHAN, c'était justement de valoriser le championnat intérieur. Maintenant, si on commence à aller chercher les joueurs qui évoluent au Gabon, non, nous ne voulions pas. Moi, je dis, je ne veux pas qu'on sorte. Est-ce que le Cameroun, par exemple, devra mettre les moyens qu'il faut pour faire évoluer son championnat? Écoutez, Lydie, vous vous souvenez de la façon dont étaient faites, ou alors elle est encore comme ça, les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, on vous dit, l'ossature doit venir de ceci, on vous donne peut-être 4 ou 5 professionnels. D'accord? On peut également faire ça avec le CHAN. C'est-à-dire, mais en Afrique, en termes de quota, c'est-à-dire, on se dit, voilà, nous vous permettons d'avoir 5 qui jouent également en Afrique. Mais pour mieux rivaliser le championnat, comme vous dites, on vous permet d'avoir sur les 23, je ne sais pas combien on prend maintenant, 26, on permet d'avoir 5 et 21 sur le plateau. Donc, c'est pour ça que justement que nous parlons. Quand vous parlez des joueurs qui sortent, en fait, vous pensez qu'il faut reformer le CHAN? Il faut reformuler le CHAN à ce niveau-là. Ça, c'est une idée que je peux apporter. Et maintenant, la question, c'était de savoir quelle est l'idée que j'apporte sur le niveau. Le niveau du championnat. Le niveau, il est assez relevé. Il y a des pays qu'on ne connaissait pas. Par exemple, nous avons vu Madagascar. Et ça, c'était très bien. J'ai vu le Niger. C'était une bonne surprise. Encore que les Malgaches, depuis la dernière fois qu'ils étaient à la CAN, c'était quelque chose. Et là, il faut saluer Ahmad Ahmad, qui a souhaité que la CAN à 24 permette aux petits pays également de pouvoir participer. Et aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a une certaine évolution, il y a un certain travail qui est mis sur pied. Et voilà, ces petits pays, qu'on peut appeler petits pays, le Niger, qui a pu éliminer le Cameroun, et Madagascar, qui, je crois, ils sont arrivés en demi-finale. Donc, ce n'est pas rien. On attendait des cadors comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. Il y a eu beaucoup de petits pays qui se sont battus et qui émergent. Donc, moi, je pense que le niveau, il est tout aussi bon. Et ça permet également à ceux qui viennent chercher les joueurs de pouvoir apprécier la qualité de ce que nous proposons, au lieu peut-être de venir généralement voir dans nos championnats ici à gauche. Mais le CHAN permet que ces gens-là se déplacent et qu'ils puissent prendre directement les pépites qu'ils veulent pour en faire des joueurs peut-être à dimension internationale plus tard. Alors Timothée, le Cameroun dans ce championnat d'Afrique, comment est-ce que vous avez trouvé notre parcours?
En fait, le parcours camerounais dans son évolution ne m'a pas beaucoup surpris parce que à l'avance, je me suis dit... Cameroun est sorti au premier tour. Hein. Oui, mais donc ça ne vous a pas surpris? Non, c'est-à-dire que quand j'ai dit son évolution, ça dit sa face, la manière de jouer, hein, la manière de s'exprimer sur le terrain, on reconnaît une équipe qui s'est quand même préparée. Est-ce que c'est bien préparé? Est-ce que c'est mal préparé? C'est là que moi, quand je regarde les matchs, j'essaie de retenir les points saillants, les points qui me font tiquer. Hein. Déjà, j'ai remarqué que des joueurs qui ont joué il y a peut-être 5, 6 ans ou 7 ans étaient encore là. Hein. Je me suis dit, ces joueurs-là devraient déjà avoir plus de 24 ou 25 ans ou aussi 26 ans. Ils se retrouvent dans le champ dans cette compétition. Je dis, le Cameroun en est encore au niveau de tricher, au niveau des joueurs, des âges des joueurs et des trucs des joueurs. C'est aberrant, c'est ennuyeux. Et de deux, ce qui m'a surpris, c'est cette détermination à mener des actions bien coordonnées pour l'ensemble. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait des groupes, soit 2 ou 3 joueurs, surtout il y avait un gars qui s'exprimait très bien au milieu du terrain, là j'ai oublié le nom, qui distribuait très bien la balle à tout le monde, mais il y avait aussi 2 ou 3 autres qui étaient des gars qui, par tous les moyens, il fallait qu'ils marquent des buts par eux-mêmes. Donc il y avait un esprit d'éparpillement au niveau de l'organisation d'attaque du Cameroun. Et de deux, ce que j'ai regretté admirablement, je me suis dit, mais nous avons quand même des entraîneurs au Cameroun. Tous les coups francs du Cameroun étaient ratés. Quand je dis raté, ce n'était pas que c'est passé juste à côté ou juste au-dessus de là-bas. C'était bien au-dessus. Nous avons eu 4 coups de pied qui étaient des possibles buts pour nous. Hein. Dans les 5 dernières minutes, nous avons tous raté. Et c'était soit le même joueur, soit 2 mêmes joueurs qui tiraient. Et je vous assure, tous ceux qui ont été footballeurs depuis l'enfance, les 10 ans, tous ceux qui ont joué depuis les années 50, les années 60, 70, 80, savent ce que c'est que tirer au ballon. Ils savent tirer soit avec le plat du pied, soit avec le truc du pied. Mais tu ne peux pas, à chaque fois, tirer un coup franc comme un arrière qui soulève la balle. C'est un truc qui m'a surpris. Et j'ai dit, ça, c'est la faute aux entraîneurs. J'ai dit, il y a un problème. Soit les entraîneurs sont... Et puis, on ne peut pas laisser un joueur qui a raté 2 fois hein, le même type de coup franc. On lui donne encore le 3e. On dit, je ne comprends pas cette mentalité-là, cette évolution-là, cette réalité. Bon, c'est vrai aussi que je ne connaissais pas. Je ne sais pas, j'avais tellement entendu parler de cet entraîneur qu'on a vu au champ là. Je ne sais pas tout à fait. C'est un ancien lion indomptable. Je ne le connaissais pas tellement. 2006. Hein. Vraiment, je ne le connaissais pas beaucoup. J'étais surpris de le découvrir. Il joue au milieu défensif en Égypte. Il jouait à Nantes à l'époque. En 2006 ça veut dire que je l'ai vu jouer alors. Vous l'avez vu jouer. En Égypte, quand on nous avait éliminés en demi-finale, c'était la Côte d'Ivoire. Oui, au-dessus des buts, contre la Côte d'Ivoire, j'étais dans le stade. Voilà, il joue à Lyon. Il est milieu de terrain défensif. Bon, je l'ai découvert comme entraîneur. Il joue à Nantes. Je l'ai découvert comme entraîneur là. Et j'ai trouvé que c'était... Je ne comprenais pas. Pourquoi il réagissait pas sur un changement de joueur ou de tireur de coups francs? Nous en avons eu 4 dans les 5 dernières minutes, ce qui aurait pu faire notre affaire, surtout que nous étions maintenant à la hâte pour essayer de rattraper le but. Bon, maintenant, pour ce qui concerne, dire qu'on a été éliminé au premier tour, un premier tour à 3 équipes, je dis ça n'a pas de sens. En réalité, c'est pour ça qu'il aurait pu prendre un des meilleurs perdants quelque part pour faire quand même une élimination normale. Parce qu'un truc là, 3 équipes, prendre le risque de faire un match nul ou une défaite, c'est terrible. C'est terrible. C'est ce que le Cameroun a eu de la malchance aussi. Mais je dis que l'équipe n'est pas... Je veux dire... Le Sénégal, tout à l'heure, c'était la gloire. Non, ils ont... c'est la malchance. Oui. De ceux qui n'ont pas la gloire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la non-gloire. La non-gloire, ça peut être quoi? Ça peut être la malchance. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une équipe qui a si mal évolué que ça, qui s'est si mal exprimé que ça. Mais il y avait des choses qui à reprendre. Quand une équipe est battue, est en train d'être battue, n'arrive pas à marquer des buts. Nous avons eu 70% de domination sur ce match Cameroun-Niger. Vous avez tous suivi le reportage, 70% de domination, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquait dans l'organisation d'attaque du Cameroun. Hein? Pour moi, c'est clair. Mais l'équipe n'est pas si mal que ça. Elle n'est pas si mal. Je ne l'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé un peu désordonné, comme d'habitude, mais c'est pas mal. On sent des gars qui ont quand même été entraînés, quand même. Moi, c'est ce que j'ai pu retenir. Ils ont quand même été entraînés. Vous n'avez pas l'air très convaincu par vos propres Oui, je ne suis pas très convaincu parce que je suis... Avant, je voulais dire que, honnêtement parlant, quand on va à une compétition, on était 4e à l'élection précédente.
On veut au moins se faire mieux. Ouais. Et qu'on sorte au premier tour. Vraiment, c'est l'humiliation, c'est des illusions, humiliation, ça va avec. Il ne faut pas qu'on se dise la vérité en face. Et en plus, quand on a vu le Cameroun lors de son premier match battre le Congo, nous avons vu comment c'était laborieux. C'était vraiment laborieux pour nous battre le Congo, 1-0. Il faut voir comment nous avons célébré ce but. Tu sais que c'était laborieux pour tout le monde. Hein. Pour tous les matchs, j'ai dit bien que c'était laborieux pour nous. Et on aborde le deuxième match dans quel esprit? On est presque déjà qualifié. Il nous faut un seul match nul pour passer au quart de finale. J'ai eu l'impression en regardant le match que les gars sur au stade avaient l'esprit déjà qualifié pour le quart de finale. C'est ce que j'ai pensé en regardant les gars évoluer. C'est quand ils prennent le but qu'ils commencent à dire on peut perdre ça. Qui panique en fait. Qui panique. Et c'est là où tous les actions étaient désordonnés. On peut comprendre que les joueurs sont incapables à 5 minutes du match d'ajuster les bons coups francs parce qu'ils ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes. Sauf que ce sont des petites erreurs de coaching ou bien de préparation psychologique qu'on devrait faire avant, lors d'un match comme celui-là. Le regret aussi, c'est qu'on a eu l'impression qu'on s'est davantage dans la préparation, appuyé sur un joueur comme Gomme qui a fait une belle prestation dans la Coupe du Monde. Il a fait 15 bonnes minutes lors de la Coupe du Monde. C'était comme si tous les jeux étaient axés sur lui. Contre le Congo, il fallait bien construire le jeu. Le jeu pesait sur un seul côté, comme si les autres joueurs n'existaient pas. Ouais, c'est vrai. Hein? Et pour un Cameroun, quand même, qui sait qu'on compte sur 11 joueurs, pour une équipe qui a 11 joueurs au stade, ce n'est pas du tout bon. La preuve, c'est parce que peut-être physiquement, il était bien portant, parce qu'on aurait dû perdre un joueur comme lui. Pourquoi faire action pour reposer le jeu sur lui? Et du coup, on connaissait la tactique. Dès qu'il avait le ballon, il fallait faire coucher à gauche pour courir, il fallait bloquer 2-3 joueurs pour le stopper. Et le jeu était stéréotypé. Il y a eu, pour moi, on a peiné au niveau de repenser une nouvelle stratégie. On n'a pas repensé une nouvelle stratégie. Et ça nous a compliqué la tâche. Donc, du coup. C'est pas évident. Hein. Quand tu dis repenser oui, je dis bien. Nous sommes en train de faire des analyses. On n'a jamais dit que c'était facile. On n'a jamais dit ça. Mais c'est le rôle du technicien de trouver la solution quand c'est difficile. C'est pour ça qu'ils vont à l'école pour être formés. Bien sûr. Comme nous aussi, on nous fait la critique sur ce que nous faisons aussi. C'est normal. Donc, c'est à ce niveau-là que moi, je pense qu'on a péché. Et vraiment, face au Niger, on était vraiment trop brouillon. Trop brouillon. Au début de la première mi-temps, on avait l'ascendance sur le jeu. On croyait même qu'à la reprise, on devrait marquer. On a eu beaucoup d'occasions d'ailleurs qu'on n'a pas concrétisées. Je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, le coup franc, qui était la seule meilleure action du Niger, a permis qu'ils inscrivent le but qu'il fallait pour passer. Et là, c'était la malchance. On n'a pas pu se renouveler, on n'a pas pu renaître à nouveau. Tout ce qu'on a fait comme effort, c'était compliqué. Jusqu'à la fin du match. On est sorti la queue dans les jambes. La queue dans les jambes, du coup, on pouvait voir tous les insultes qu'il y avait sur les murs Facebook de la Fédération Cameroun de football parce que, et le président lui aussi, très déçu. Parce que dans sa chaise, au stade, sur son fauteuil, il était certain que l'on venait chercher la qualification. Lui-même, il était certain. Mais il fallait voir la mine qu'il avait à la fin. J'imagine, on ne peut pas imaginer ce qu'il a dit aux joueurs. Parce qu'il devait être très amer. Sauf que c'est tout un travail qu'on devrait faire. Il faudrait justement je parle des statuts d'une équipe. Il faut qu'on commence désormais à travailler pour toutes nos équipes. Que ce ne soit pas à l'aune des compétitions qu'on commence à chercher. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Quand on commence à chercher, on tatillonne. Pourtant, quand vous avez une équipe, vous avez une base, vous savez quoi. Il y a les compétitions qui arrivent à l'échéance. On les prépare à l'avance. On a une cuvée, les voici, on travaille avec eux. Ça devient plus facile de choisir au moment venu. Mais si on ne fait pas ça à l'avance, on s'embrouille sur toute la ligne. Ça devient très compliqué. Alors, Serge, au Cameroun, a joué quoi, de malchance aussi? Non, je ne pense pas qu'on ait joué de malchance. J'ai vu le match contre le Congo, où on a été à l'abordage. On s'est bien comporté, pour moi. La seule chose que j'ai dû noter, c'était un tout petit peu la finition. J'ai vu des ballons qui partaient de Ngom et deux joueurs qui se sont retrouvés devant les buts. Donfak et, je ne sais pas, Bawak. Ils ont littéralement raté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, il y avait, je ne peux pas aussi dire que le jeu était tellement axé sur Ngom. J'ai vu une Djonkep faire une bonne rentrée contre le Congo, être titulaire contre le Niger. Ce que je pourrais reprocher, et là, je m'inscris un tout petit peu en faux, je dis bien un tout petit peu en faux à ce que Papa Makongo a dit. Le Cameroun a eu la possession de balle. Mais nous avons eu la possession de balle. Quand vous voyez le circuit préférentiel des Lions, quand vous l'assurez, la possession du balle
de balle est plutôt dans le camp camerounais. Elle n'est pas vers l'avant. Donc, c'est-à-dire que nous ne traversons pas. Moi, je suis allé chercher un peu le circuit préférentiel. Vous allez voir que les passes sont latérales, on revient. Voilà, donc c'est comme il a dit tout à l'heure, nous sommes en train d'aller chercher le nul. Or, la meilleure façon de chercher le nul, c'était d'abord de chercher à marquer un but, quitte à ce qu'on commence à chercher le nul. C'est lorsque, et là je le rejoins, lorsque nous avons encaissé qu'on va à l'abordage, et il est trop tard. Or, en ce moment, lorsqu'une équipe mène, la seule chose qu'elle sait faire, c'est de défendre. C'est ce qu'elle doit faire, et c'est défendre. Maintenant, si elle sait le faire, comme il a dit, c'est ce que j'allais dire, on sait que c'est Ngom qui a tous nos ballons. On met un devant, un derrière, on le bloque. Tout était parti de là. Bon, maintenant, il fallait peut-être repenser la chose d'une autre manière. Essayer de faire en sorte que si Ngom est bloqué, permettre à quelqu'un d'autre d'essayer de faire le jeu de l'autre côté. Or, John Kep, même les remplacements qu'on a eus, ça n'a pas été ça. Et ils ont marqué sur un coup franc. C'est-à-dire que sur, comment on dit souvent, sur une phase de match où contre le cours du jeu. Contre le cours du jeu. Donc voilà, nous avons le ballon chez nous. On n'a pas le ballon chez eux. C'est ça le problème. Or, maintenant nous avons le ballon et que nous allons chez eux, et ils rentrent. C'est tout ce qu'ils ont eu à faire. Et c'était très simple. La tactique était très simple, c'est-à-dire qu'ils savaient, les Nigériens savaient que le Cameroun était fougueux, le Cameroun était fort. Ils ont donc dit, nous allons attendre et jouer sur les comptes. Et sur les comptes, ils ont vraiment mis mal à l'aise parce qu'ils avaient quand même des joueurs assez costauds vers l'avant. C'est-à-dire grande taille, de gros gabarits. Ils nous ont mis en difficulté à ce niveau. Ils nous ont mis vraiment en difficulté. Et là, à partir du moment où nous avons encaissé, ils sont juste rentrés, ils ont laissé les gros gabarits de temps en temps venir nous titiller. Donc on aurait dû, pour moi, je ne suis pas coach, on a l'habitude de dire que nous sommes 25 millions d'entraîneurs, je pense que c'est ce que j'ai vu, on aurait dû préparer ce match nul en allant d'abord chercher un but. Pour moi, je pense qu'en ce moment-là, on aurait pu passer. Bon, maintenant, la suite, comment l'équipe s'est préparée? Je pense que depuis quand même que Eto'o est là, il fait des efforts pour que les équipes se préparent au mieux. Voilà, il y a des choses que moi, je n'avais jamais vues. J'ai vu le Cameroun aller en Coupe du Monde avec un avion affrété, il y a tout ça. Moi, je pense aussi que c'est dans le même élan, c'est dans le même esprit que ces gars-là ont été. Donc, ne pas produire du jeu, aller dire, on n'a pas entendu là-bas qu'il y a eu un problème de prime. Eto'o fait tout pour que tout se passe bien. Qu'on n'en parle plus. Bon, jusqu'ici, je ne sais pas si vous, journalistes, vous avez entendu quelque chose, mais je pense qu'au niveau de la préparation, tout était mis au point pour que les gars soient mieux préparés. Bon, maintenant, est-ce que c'est au niveau du casting des joueurs qu'il fallait prendre? Parce que j'ai eu dire qu'on a laissé le meilleur buteur du championnat au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas au niveau du casting que tout bon? Maintenant, les raisons appartiennent aux entraîneurs. Mais généralement, moi, je sais aussi que lorsqu'on va à une compétition, la plupart du temps, le meilleur buteur du championnat fait toujours partie de l'équipe qui s'en va. Que ce soit l'équipe Fagnon, que ce soit à l'époque ici au Cameroun, on avait les écoulés qui partaient. Makongo peut m'en dire plus. Les Manga Ongene. J'ai vu à la Coupe du Monde en France en 98, Stéphane Guivarch, qui jouait à Auxerre, meilleur buteur du championnat de France à l'époque, avait 21 buts, qui était là-bas. Et c'est lui qui commence les matchs. Ça n'a pas donné, c'est en ce moment-là qu'on allait chercher Thierry Henry et Trezeguet. Donc, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut avoir le meilleur buteur du championnat et qu'il reste. Bon, les raisons sont là. Peut-être que moi, je peux poser les questions sur le casting des joueurs qu'il fallait prendre peut-être pour aller à ce champ. Alors, maintenant, on attend de voir les prochains. Peut-être qu'on va rectifier le tir avec tout ce que les analystes, les journalistes ont dû dire. Et ils sont là, ils écoutent. Je crois que peut-être qu'il a dit. Nous avons fini 4e chez nous. On a fini 4e chez nous. Bon, il y a aussi quelque chose que j'aurais bien voulu, parce que la trajectoire était bien tissée. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui a voulu qu'on en reste là? Parce que quand vous voyez la trajectoire du Cameroun, si on continuait, c'était encore l'Algérie. Juste devant nous. En Algérie et en demi-finale. C'est l'Algérie qui élimine le Niger. Est-ce que ça n'allait pas encore faire un autre Cameroun-Algérie? Bon, peut-être que, est-ce que ça a dû... le Seigneur a peut-être voulu que ce soit comme ça. Bon, moi je pense à de ce côté. Je n'avais pas pensé à ça. Ça, c'est métaphysique. Quand c'est métaphysique, c'est bien pensé. Oui, j'ai dit bien que c'est l'ordre de métaphysique. Quand c'est métaphysique, bon, ça échappe au rationnel. Donc, du coup... Oui, non, je dis, est-ce que... On ne s'aventure pas trop. On ne s'aventure pas trop, vraiment. Sur ce terrain. Parce que là-bas, ce sont les voies de Dieu et c'est insondable. Alors, est-ce que cette sortie précoce du Cameroun, Hervé, vient remettre un peu en cause la qualité de notre championnat, la qualité de notre football ici? Oui, il faut dire quand même que notre football est en train de renaître. Il vient de très loin.
ils sortent des abîmes. Ça fait depuis, on a déclaré le professionnalisme chez nous en 2011. Il a commencé en 2012 exactement, sauf que le testament déclaré n'était pas réel. Et je pense qu'on a passé tout le temps. D'ailleurs, on a perdu les indices CAF pendant qu'on avait déclaré le professionnalisme. Du coup, au lieu des 4 équipes camerounaises qui ne prenaient pas aux compétitions africaines, on n'en a plus que 2. Et sur les 2, on a que Coton Sport qui fait l'effort de sauver l'honneur du Cameroun jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'avec l'arrivée du nouveau président de la Fédération camerounaise de football, les chantiers sont vastes et qu'on ne peut pas tout faire au même moment. C'est de manière progressive. Sauf qu'il faudrait tout simplement qu'on s'attache sur notre championnat. Déjà, il faut rappeler qu'on n'a même pas encore fini de réguler notre championnat. Bien sûr. On est encore dans la phase de régulation parce qu'on n'est que la 2e saison. Et je pense que c'est un travail de fond qu'on devrait continuer. Parce que dès qu'on va arriver à arrêter le nombre d'équipes qui vont désormais jouer dans notre championnat, première et 2e division, à ce moment, on pourra commencer à appliquer le cahier des charges, de revalorisation de notre championnat qu'il le faut. On est au début, on commence déjà à apprécier le peu de spectacles qu'on a. Ne demandons pas trop, n'allons pas vite en besogne, parce qu'il faut un travail de fond pour permettre que les équipes camerounaises, comme dans les années 70, 72 jusqu'à 80, 81, il faut rappeler que c'est le dernier trophée camerounais africain, c'est 81, avec le nom de doigt là, qu'on revienne encore à remporter les trophées sur la scène continentale. Mais il faut un travail de fond à ce niveau. Et surtout, que nos équipes... Mais qu'est-ce que tu appelles travail de fond? Je reviens. Que nos équipes, ça commence au niveau de la professionnalisation de nos équipes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la Fédération camerounaise de football, on commence déjà à sécuriser les salaires des joueurs. C'est un travail de fond qu'il faut. Que nos joueurs ne trouvent plus à 3, à 4 derrière leur moto, qu'on soit même sûr que... Parce qu'en sport, il y a une chose qui... C'est la récupération qui est un élément très important. Vous avez beau être un bon joueur, mais sur ce plan alimentaire, vous n'avez pas un bon suivi. Rassurez-vous, vous allez produire deux bons matchs. Un bon match en une semaine, le temps que vous allez rassembler l'énergie qu'il faut. Oui, bon, un bon match de 3 ou 4. Parce que tant que votre corps aura l'énergie qu'il faut pour reproduire le même match, vous voyez, donc ça devient difficile. Ça devient difficile parce que les salaires aussi, on les a fixés, c'est vrai, mais on a de la peine à les respecter. Et ça devient très compliqué. Donc, comprenez que même Dieu, on a parlé de métaphysique. On a parlé de métaphysique. Dieu ne pouvait pas permettre au Cameroun d'aller remporter ce trophée parce qu'il y a du travail à faire. Et maintenant, il faut qu'on apprenne à comprendre que c'est ceux qui travaillent, c'est ceux qui méritent, qui doivent l'avoir. Et que cela se répande à tous les niveaux. Et si on a compris ça, on va se mettre au travail pour que, comme les Makongo à leur époque, qu'on puisse être content d'aller au stade et savoir que non. Quand il y a un match quand il y a une compétition de Coupe d'Afrique, on est sûr que non. S'il y a un club camerounais, non, monsieur, comme Union, comme Canon ou bien comme Oris, hier, vraiment, on est sûr qu'on va aller mieux. Donc, c'est ce qu'il faut faire à présent. Commencer par sécuriser les joueurs. Là, c'est le premier pas du professionnalisme. Dès qu'on l'a fait, on est sûr qu'un gars va mourir sur le stade. Quand il sera blessé, il n'aura plus la crainte que non. C'est sa famille qui va s'occuper de lui. L'assurance est là. C'est un travail de fond. Et je pense que ça prendra le temps qu'il faut. Il faut surtout le faire. Alors, c'est un travail de fond qu'il faut effectuer. Et ce travail de fond aussi, c'est aller au niveau du football à la base. On a justement vu samedi dernier ici à Douala le lancement du championnat national de football jeune. Plusieurs centres de formation étaient justement présents à ce lancement. On va vous proposer d'écouter rapidement la réaction d'Arthur Djampir, c'est le président de la Ligue de football jeune du Cameroun. On l'écoute. L'innovation cette année, c'est que nous allons véritablement procéder à une phase de championnat. Nous n'allons plus procéder à des matchs sporadiques ou alors à des processus de tournoi. Nous faisons véritablement des championnats dans les 10 régions en U15 et en U17. Ça commence au niveau des phases départementales. Nous allons avoir les champions au niveau des phases régionales. Et puis les champions des phases régionales vont jouer la phase nationale. Et de là, on va déterminer le champion de football jeune U17 et le champion de jeune U15. Et maintenant, pendant les Jeux FENASCO, nous allons accompagner techniquement, n'est-ce pas, la Ligue de la FENASCO dans l'organisation du football dans le milieu scolaire.
président de la Ligue de foot jeune, Arthur Jean-Pierre, qu'on vient d'écouter. C'est vrai qu'il y a un Marseillais très content sur ce plateau ce soir, à Serge Zambo. Je suis à la 76e minute et je mets le PSG 2 buts à 1. Coupe de France. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, Timothée, le foot jeune qui reprend. Oui, ça, j'en suis très heureux, j'en suis très content. Je suivais tout à l'heure Hervé qui disait beaucoup de choses, c'est vrai. Et on espère, parce qu'en fait, Hervé dit des grands principes qui sont bien. Mais j'apprécie quand même les tours, les démarches. Non, ça reste pas des principes. C'est pour ça qu'il dit des grands principes qui sont très très bien, parce qu'en réalité, beaucoup de choses auraient pu être mises en application depuis de nombreuses années. Mais je suis content que le football jeune, je prenne un peu de poil là maintenant, parce que c'était vraiment pauvre. Il y a eu une époque là où, je me souviens, le président hier disait quand MTN donnait 72 millions de francs, je crois que toi tu devais être là à cette époque-là, 72 millions de francs pour le football jeune, puis le football jeune, 72 millions de francs, on le donne à un président. Et du football jeune, le président du football jeune, le gars, tu le connais. Il disparaît. Il disparaît avec l'argent. Hein? Et puis, personne ne fait rien. Et il revient, et il a des frais d'émission. En fait, il y avait des excès qui étaient assez fâcheux. Maintenant, si nous passons, parce que pour ce qui est de l'organisation, en réalité, sur le papier, le Cameroun a un travail extraordinaire. C'est-à-dire que si vous lisez les documents du Cameroun en matière d'organisation du football, en matière d'organisation des compétitions, nous sommes les meilleurs. Nous avons de la tchatch, nous avons de l'application. Mais seulement maintenant, c'est la mise en application qui est un problème. Ouais. Hein? Le football jeune a été très très bien structuré d'après les tests de toujours et depuis toujours. Et même à l'époque de IA, qui lui avait vraiment la volonté de lancer le football jeune, mais c'était comme beaucoup de présidents entourés de beaucoup de rapaces qui l'ont torpillé à la fin. Et de la même manière, j'ai peur qu'un matin, Eto'o se retrouve entouré de rapaces qui finissent par le torpiller. Mais il a la main forte encore. Et ça, c'est une chance qu'on a. Et si le football jeu peut redémarrer, tant mieux, pourquoi pas. Mais je suis content qu'il démarre. J'en suis vraiment très content. Parce que c'est la base de notre avenir. La même lecture aussi, Serge, par rapport à cette relance du foot jeune. Oui, vous savez, pour avoir les bonnes cuvées, il faudrait bien qu'on reparte à la base. Et dans la formation, je parlais tout à l'heure du jeune Baléba. Nous avons beaucoup de bons entraîneurs, des gens qui ont été formés pour. C'est-à-dire qu'ils savent comment ça doit se passer avec les pupilles, les ceci, et ainsi de suite. Le dosage au niveau des entraînements. C'est-à-dire que c'est pas comme on entraîne un garçon qui est cadet. Voilà, il y a le dosage, et au fur et à mesure qu'on grandit. Donc pour moi, et puis le foot aujourd'hui, en dehors de ça, il y a la morphologie également, qu'il faut beaucoup travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du Sénégal. Le gardien sénégalais avait peut-être une taille d'1 mètre, je ne sais pas moi, au 95, par là. Vous voyez un peu, donc il y a également la morphologie. Il faut pouvoir dénicher cela. On ne dit pas que nous on devrait être grands, mais il faut d'abord la détection. Voilà, il faut la détection, il faut voir comment ça se passe, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup de travail. Il a dit ça, il y a un travail à la base. Et si on remet vraiment en place le football jeune, et qu'on est à la tête de ce football, des gens sérieux, rompus à la tâche, qui marchent, parce qu'il ne faudrait pas seulement rester peut-être dans les zones comme Yaoundé, Douala, et on se dit que c'est partout au Cameroun. Tu peux aller à Bertois, le gardien du Chan, je crois qu'il doit jouer dans une équipe, dans une gazelle, je crois, à Garoua, quelque chose comme ça. Donc, il faut parcourir, aller vers le bas pays. J'ai vu, et ça c'était très appréciable, j'ai vu son Banak faire le tour. Il allait de stade en stade, c'est ce qu'il faut. Si lui, il fait peut-être pour la Ligue 1 et la Ligue 2, les autres peuvent aller pour les ligues régionales, et ainsi de suite. C'est là qu'on déniche. Voilà, on peut appeler un garçon qui joue en Ligue 2 régionale à Bertois ou à Batouri. C'est aussi un Camerounais. Il ne faudrait pas seulement qu'on soit au niveau de Yaoundé ou au niveau de Douala pour être vu. Un gars qui joue là-bas, qui vient. On essaie de voir, on l'amène ici. Et puis, le président de la République a créé toute l'école de la foot. Donc, il y a tout ça. Donc, il faut que tous ces organes soient mis vraiment en branle pour pouvoir faire en sorte que le football jeune reparte. Et de là, on pourra avoir la cuvée, ainsi de suite, pour que notre football ne tombe pas sous les lampions, en attendant qu'il aille encore éclore. Si nous voulons maintenir le cap, il faudrait bien, effectivement que la formation jeune soit l'une des les plus efficaces, afin de pouvoir remplir. C'est-à-dire aujourd'hui, les pupilles remplissent pour les cadets, ainsi de suite, les juniors, ainsi de suite, jusqu'à l'équipe Fagnon. Et voilà comment on renouvelle. Les grandes nations de foot sont restées comment?
aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce travail de ça. Là, en France, on parlait dernièrement avec Lyon, avec Job qui était là. On lui demandait exactement quel était le secret de la formation lyonnaise. Il nous a donné un peu, parce que lui, il a fait la formation. Et quand vous regardez à Lyon, on a beaucoup de joueurs, camerounais et même africains. Gouvou, je crois Clinton J également, c'est la même école, ainsi de suite. Donc, il faudrait peut-être aussi aller dans ce sens, aller voir dans les partenariats, permettre à ceux-là qui peuvent. Il y a eu un ancien joueur, Bédimo, qui a voulu, je crois, faire... Montpellier. Voilà, Montpellier. Donc, on va voir comment ça se passe là-bas. On revient, on met en place. Vous voyez un peu, c'est pas forcément que le blanc vienne. Je ne veux pas que le blanc vienne. Mais on peut aller envoyer des gens se former 6 mois. Et quand on a mis quelque chose en place, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc ce que moi je veux proposer pour que le football jeune renaisse une fois de plus au Cameroun. Et ça existait déjà avec les canons juniors, qui étaient juniors, qui étaient tonnerres juniors. Ça, c'était même de façon rudimentaire. Mais ça existait. Et ces gars montaient. Effectivement, on a vu beaucoup de gars qui sont passés dans le canon junior, tonnerre junior, et qui sont arrivés dans les Lions de Nota, et qui sont même partis de l'autre côté. Moi, je connais un garçon comme... Mongo Football. Voilà, Mongo Football. Voilà. Ça existait un peu partout. Ça existait. À l'ouest, il y avait un gars à l'ouest, qui est de Tchang, qui faisait beaucoup de choses à l'époque. C'était incroyable. Voilà, il y a par exemple l'ancien arbitre international avec à Yaoundé, qui était à Tangladu de Gonzague, qui est même l'un des propulseurs du football féminin. Mais lui aussi, il a été beaucoup plus dans les histoires de canon junior et ainsi de suite. Donc voilà, on peut s'imprégner de ça. Nous, si ils ont pu le faire de façon rudimentaire, aujourd'hui que nous sommes de façon moderne et qu'il y a les moyens, moi je pense que si quelqu'un a un bon projet pour le football jeune et qu'il le pose sur la table de Samuel, il le prendra à bras le corps. Et lui qui veut la réussite, je déplore peut-être quelque chose aujourd'hui que depuis qu'il est là, qui n'est pas vraiment gagné quelque chose. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il se fâche. C'est avec le temps. Il faut travailler. C'est avec le temps qu'on a les résultats. Les résultats. Voilà. Alors, Hervé, pour terminer sur ce sujet, terminer l'émission. Oui, il faut dire que le football jeune reste la pépinière de toutes nos équipes. Et si on ne travaille pas là-dessus, on ne réussira pas. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du jeu, l'usage du ballon. Et c'est quand on se familiarise avec, depuis la petite enfance, la tendre enfance, que ça, on finit par être, du fait de ça, son meilleur outil. Si on peut regarder les Cristiano Ronaldo, on peut regarder les Messi. Tu permets. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons dans les infrastructures. De ça, j'apprends peut-être 2 stades annexes. Il y a les stades. Donc, on peut faire en sorte que ça renaisse vraiment. Je disais donc que c'est quand on se familiarise avec ces outils-là qu'on peut le manier, on se familiarise avec lui et du coup on peut faire de ça ce que l'on veut sur un stade. Ce n'est pas de la magie. L'habitude finit par cultiver, l'habitude se cultive avec le temps, ça devient une seconde nature. Donc les messieurs font pas la magie. Chez nous également, on en avait et mieux. Par le passé, il y a ce fameux petit goal que je revendique toujours. Dans les quartiers, oui, ce fameux petit goal que je revendique toujours. Dans tous les quartiers, il y avait un petit espace où on jouait petit goal. Et là, ce que moi j'ai vu dans les petits goals, je ne suis pas sûr que j'ai encore vu ça. Je ne l'ai plus vu. On a aujourd'hui des belles infrastructures, mais combien peut partir par temps d'esthétique pour Japoma? C'est beaucoup de transport. On n'a plus d'air de jeu. Il faut également que nos municipalités commencent à aménager, qu'on ne vende plus tous nos espaces, qu'on ait des espaces de jeu. Quand on n'a rien à faire, on s'amuse sur un espace de jeu et on crée. Mais vous imaginez, c'est vrai que l'État est en train de construire des infrastructures, mais parfois c'est loin des populations. On n'en a plus dans les zones urbaines. C'est un cri lancé depuis 20 ans. Oui, je le dis, parce que je le dis, c'est quand les enfants s'amusent. Je le dis dans le sens où il faut organiser des petites compétitions. Vous voyez un peu, bon, maintenant toi tu es dans la proximité, je suis aussi d'accord avec toi. Je suis dans la proximité parce que là, le génie, lui, c'est quand il a fini parfois avec les techniciens, le code qui demande pour les fondamentaux, qui vient maintenant lui-même, il travaille personnellement. Il faut qu'il ait cet espace. Si ce n'est pas un cours, si aujourd'hui, on n'y a plus de cours de récréation dans nos écoles, regardez comment on construit nos écoles aujourd'hui. C'est une violation. C'est une violation des textes qui régissent la création de l'ouverture des établissements scolaires. Il fallait avoir absolument des aires de jeu. Oui, on n'a pas d'aires de jeu. On vous demande au moins 200 mètres carrés comme le on n'en a pas. Pour le sport, on n'en a pas. On est obligé de faire sortir les élèves des établissements pour aller faire du sport ailleurs. Dans les rues même. Vous imaginez? Donc voilà, pour que ça naisse, parce que le sport, ça fédère. Il faudrait qu'il y ait cette volonté politique. Et ça part de nos gouvernants. Quand on applique tout simplement des textes... Non, oui, peut-être. Mais ouais, donc si on part, donc c'est tous nos ministères qui sont
qui sont considérés. On commence par exemple sur les enseignements secondaires, ou bien commençons par les textes qui créent les enseignements de base. Quand on est au moins là, il n'y a plus de cours de récréation. Vous voulez qu'un gars développe son génie où? Qui parte à Japoma, c'est pas possible, il n'y a pas de transport. Que nous aussi, parents, qu'on construit une maison en laissant l'espace pour la cour, qu'on arrête de penser qu'il faut construire sur les limites du terrain quand même, qu'on puisse jouer. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas développer le génie. Les parents qui peuvent construire, si les parents ne peuvent pas construire. Oui, non, au moins que, pas seulement, le parent c'est tout le monde, c'est le voisin, c'est vous, on n'a pas d'espace. Et la municipalité gère les espaces, ne vendons pas tout. Laissons ça. C'est là qu'on s'amuse, qu'on crée. C'est quand il est seul avec le ballon qu'il crée. Sinon, c'est quand même dans ce moment perdu. Vous allez chercher un enfant, il avait son main sur son outil. Mais est-ce que tu sais que nous avons souvent perdu cette réalité-là? Oui, mais... Parce qu'avant, quand on construisait on a en fin d'émission. Il faut rappeler ça. Les volleyeurs à Messa, oui, il faut rappeler ça. C'était mon voisin. basketball à Lanka qui il faut rappeler ça, que ça reste dans nos habitudes. Parce que les gars partaient, Balas partait d'Obili pour s'entraîner à Messa. C'était pas aussi à côté, mais ils partaient. Justement, mais c'est extrait. Lydie, vous savez comment on a fait pour que le stade de Chicam, vous connaissez la bataille qui a été menée, pour que le stade de Chicam demeure. Il serait devenu, on a commencé ça à la boulangerie, pour vendre les pains aux gens. Vous savez, la bataille qui a été menée, donc il faudrait donc... Exactement. Donc voilà, on a un problème. Qui aime bien le football. Oui, il faudrait bien qu'on ait ce genre d'espace, qu'on en crée un peu partout, pour que les enfants développent le talent. Pas seulement au football, hein. Partout, j'ai dit même que partout. Pour que les enfants développent le talent que nous voulons bien regarder. Parce que c'est quand même parti d'ici, non? C'est bien. Comment on appelle ça? Oui. De la salle. De la salle. C'est bien. On avait 3 ou 4, 5 de la salle. C'est bien d'avoir des buts. Il même allait faire un reportage avec son entraîneur et tout, où on te dit que voilà, Siakam, c'était ici. Donc, on peut. Voilà. C'est bien de voir des buts, mais quand c'est fait avec de la technique, c'est encore plus beau. Voilà, merci bien, messieurs, d'être venus ce soir. C'est la fin de l'émission. Merci à l'équipe technique, J-Pierre, Landry Ossa, Adonis Yamen, amis sportifs. Merci également de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, Makeda, pour ta